associations, dans des organisations d'économie sociale, dans des syndicats, dans des associations liées aux enjeux de l'emploi ou de la lutte contre la précarité. Une très grande diversité de participants donc aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui à un moment clé pour ce projet parce que c'est la deuxième visioconférence après la première il y a 3 semaines où nous avions des invités français. Et nous, cette visioconférence lance le programme de travail d'Actiris qui est composé d'une part de ces visioconférences qui ont l'objectif d'informer et de débattre. Actiris assume qu'il y a un débat et qu'il y a beaucoup de co-construction à faire sur ce projet. Et c'est pour que le débat se passe dans les meilleures conditions que nous avons donc demandé à Julien Winkel de l'agence Alter d'animer l'après-midi aujourd'hui et le débat pour qu'Actiris soit en retrait par rapport à ce débat. Donc on a envie aujourd'hui d'échanger et de débattre avec vous et entre vous. Je voudrais vous expliquer aussi qu'on démarre dès la semaine prochaine des réunions de travail technique avec différents acteurs qui là ne se sont pas faits avec des invitations aussi ouvertes que cette visioconférence. Nos organisations, d'une part, nous avons ces visioconférences ouvertes de manière très très large à tous les acteurs bruxellois et au-delà parce qu'on sait qu'il y a des participants en Wallonie, en Flandre et en France aussi et en Autriche. Et donc, on a des réunions thématiques où on va travailler les questions qui se posent sur le plan technique pour importer le modèle français et faire les adaptations qui sont souhaitables à Bruxelles. Sur quel est le territoire de la région qui est éligible, quel est le public cible, comment se passe la formation et l'accompagnement dans les entreprises à but d'emploi, quelle commission paritaire, quelles conditions salariales, quel est le modèle socio-économique de l'entreprise à but d'emploi, comment se fait la gouvernance. Nous avons lancé des invitations d'une part à toutes les communes bruxelloises, tous les CPS bruxellois, tous les membres du conseil consultatif pour l'entrepreneuriat social, qui est donc une coupole pour l'économie sociale au sein de Bru Partners, et différentes associations. Voilà. Donc, notre volonté pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, est de co-construire avec vous le projet que nous présenterons au ministre. Et d'ailleurs, il est représenté aujourd'hui par Caroline Do, qui travaille au cabinet du ministre de l'Emploi et qui suit nos échanges aujourd'hui, avec qui on travaille en contact étroit. Et j'en profite pour excuser l'absence de notre directrice Nathalie de Schemacher, la directrice de la direction partenariat et programme d'emploi, qui devait se joindre avec nous, mais a été appelée ailleurs pour une urgence. Voilà, donc l'enjeu, il est donc d'abord de co-construire ensemble, ensuite de démontrer la faisabilité ou non, voilà, de ce projet, de démontrer que c'est possible d'expérimenter dans le contexte bruxellois avec différents choix et différents scénarios qui peuvent être proposés aux décideurs politiques, et peut-être aussi de faire monter et de rappeler l'envie finalement de différents acteurs d'expérimenter cela à Bruxelles. Comme Julien Winkel l'a rappelé, il y a au moins une commune sur 3 qui est intéressée pour simplement ce dont on est au courant, parce que nous commençons seulement à être en contact avec ces communes. Et vous êtes nombreux à d'ailleurs souhaiter des contacts et avoir plus d'informations. Dernier point de ce programme de travail, Actiris a commandité des travaux d'études à des prestataires extérieurs après un marché public. Nous avons commandité d'abord une seconde étude économique qui vise à approfondir le travail que l'ULB a fait. Et là, c'est la KU Leuven avec l'Institut pour le développement durable de Philippe de Feit et Factor X, Frédéric Chaumet, qui ont emporté ce marché-là. Et donc, ils vont affiner l'étude sur le coût du chômage de longue durée et l'estimation du coût d'une expérimentation territoire zéro chômage de longue durée. Et ensuite, il y a une autre étude qui est aussi en cours, qui vise à identifier quelles sont les activités économiques potentielles
des entreprises à but d'emploi. Quelles pourraient être les activités dans ces entreprises à but d'emploi? Il y a un travail avec différents acteurs et différents territoires qui va être en cours maintenant pendant ce printemps-là. Et cette étude-là a été remportée par un consortium d'acteurs avec Concertes, la coupole des fédérations d'économie sociale, la fédération Ressources, la fédération des services sociaux, le CESEP et Propage. Et donc, 2 des 3 invités d'aujourd'hui sont impliqués dans cette étude-là, mais ils n'en parleront pas aujourd'hui puisqu'ils sont au tout début du travail qui est à réaliser là-dessus. Mais voilà, comme ça, vous avez une vision d'hélicoptère du travail qu'Actiris est en train de réaliser. Notre intention, notre objectif est de présenter cela au début de l'été à nos décideurs internes et au cabinet. Et notre intention est aussi de faire un retour de ce travail, des réunions de travail en plénière à vous. Mais ça dépendra du timing d'appropriation par les instances et par le cabinet. Et donc, il est sans doute sage de ne pas annoncer qu'on pourra vous revenir avant l'été, avant cela. Voilà. Dernièrement, vous dire voor onze Nederlandstalige collega's die zullen deze namiddag de videoconferentie luisteren. Jullie kunnen in uw eigen taal spreken. Er is geen probleem met dat. We zijn een tweetalige organisatie. Les interventions seront en français, mais vous pouvez bien sûr parler dans votre langue et ça traduit pour la facilité de tout le monde. We zullen ook binnenkort de slides van onze gasten beschikbaar maken door in WeTransfer weer een link in het chat. Donc voilà, die zijn de slides van onze gasten in het Nederlandstalige versie. Et on vous laisse le temps de télécharger cela. Pour les francophones, les slides seront présentés à l'écran et pour les néerlandophones, ils ont accès à des slides en néerlandais et ils pourront les passer en même temps que les orateurs passent. Donc, si les orateurs peuvent bien demander chaque fois de passer le slide, comme ça, les néerlandophones peuvent facilement ne pas se tromper sur ce qu'on est dans le slide. Voilà. Merci beaucoup. Julien, c'est à toi. Oui, donc merci beaucoup. Donc on va passer maintenant à l'intervention de nos 3 chercheurs et chercheuses. Juste vous préciser un petit peu le déroulé ensuite, enfin ce qui va se passer après les interventions. Pour vous dire qu'aux alentours de 15 h, on aura une petite séance de questions-réponses, vraiment de clarification de ce qui a été dit. Donc si vous avez vraiment des questions voilà, de compréhension, on vous invite effectivement à les envoyer. Et donc ça me permet aussi de préciser l'usage qu'on va faire, notamment du forum de discussion. Donc je vous demanderai de ne pas utiliser le forum pour envoyer des petits emojis, ce genre de choses-là. Donc on va vraiment réserver le forum à... si vous avez une question à poser, on vous invite à la poster sur le forum. Nous, on y a accès, bien sûr. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est que à ce moment-là, on aura la question et on vous donnera la parole. Et on vous invitera à reposer la question de manière verbale, donc avec votre micro, quand on vous donnera la parole. Ça vaudra aussi pour la deuxième phase. Donc vers 15h15, on aura alors là vraiment une question, enfin un moment de débat. Où là, peut-être qu'on pourra venir sur des enjeux plus structurels, des questions un peu plus sensibles. Et donc ici, même chose, si vous avez une remarque à faire, si vous souhaitez prendre la parole, on vous invite en fait à le communiquer via le forum et ensuite on se chargera de distribuer la parole. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionnera. Donc voilà, donc je laisse la parole à nos 3 interlocuteurs. Allez-y. Eh bien, je vais la prendre. Alors, je vais
Voilà. Je vais brièvement prendre la parole avant de la céder à mes collègues d'écriture, Élise Dermine et Julien Charles. Bonjour à tout le monde d'abord, qui auront à présenter ces 20 conditions que nous avons pointées afin qu'elles permettent une appropriation, on va dire, maximale de ce projet français au contexte belge. Je vais donc repréciser peut-être pourquoi nous avons été amenés à nous intéresser il y a déjà quelques années à cette curieuse proposition qui porte ce nom étrange, il y a bien des égards un peu troublants, de territoire zéro chômeur de longue durée, une dénomination dans laquelle on trouve à la fois l'espace, le territoire, on trouve le temps, la longue durée, mais aussi un horizon ramené bizarrement à zéro, et puis le travail observé ici à travers le chômage, c'est-à-dire à travers son manque. Autrement dit, nous voilà avec de l'espace, du temps, pour nous occuper de ce qui manque et aussi peut-être de ce qui peut commencer à zéro. D'ailleurs, lorsque Patrick Valentin, militant d'ATD Carmont dans le Pays de Loire, en France, donc, a eu, il y a à peu près 20 ans, je dirais, cette triple intuition. La première étant que personne n'est inemployable. La deuxième, que c'est pas le travail qui manque. La troisième, c'est que c'est pas l'argent qui manque. Qu'est-ce qu'il pointait, j'ai envie de dire, d'autre que de l'inobservé, de l'inaperçu, de l'impensé dans le monde, dans le domaine du travail et du social. Et qu'est-ce qu'il était en train de proposer là, sinon ce que je pourrais appeler une promesse et à la fois un risque, et cette promesse et ce risque, c'est ceci, et je dirais qu'elle résonne d'autant plus fort à l'époque et au moment où on se parle. Est-ce qu'il se pourrait que notre futur soit en partie déterminé précisément par celles et ceux que l'on pense toujours incapables de cette prise en main, et que ce soit ces personnes-là qui nous permettent de chercher les clés que nous avons perdues autrement que sous le réverbère, parce que c'est là qu'il y a de la lumière. C'est ça qui rend le projet si intéressant, si précieux. C'est cette recherche commune qui l'autorise. Il est précieux pas seulement parce qu'il peut apporter une reconnaissance sociale, de l'estime de soi, une batterie de droits et de moyens qui sont bien nécessaires à des personnes qui en sont démunies depuis longtemps. Non, la proposition de territoire zéro chômeur est précieuse pour au moins 3 autres raisons. Et la première, c'est, en tout cas moi ça me parle particulièrement, c'est ce qu'elle peut apporter en matière de participation à l'éradication de la pauvreté. Il s'agit bien d'aller chercher des personnes qui sont éloignées, voire très éloignées de l'emploi, et pas seulement des personnes au chômage, comme le laisse entendre la dénomination. Exactement cette personne-là qu'une ancienne ministre de l'Emploi appelait des inadaptés sociaux et qu'elle destinait à des travaux qu'on appelle d'intérêt général, sans doute parce qu'ils n'ont aucun intérêt particulier, je dirais. Les territoires zéro chômeur, c'est pas de la punition, c'est pas de l'occupationnel, c'est pas du contrôle social, c'est pas du sous-statut, et c'est pas du travail qui soit non plus n'importe quoi. C'est d'ailleurs la deuxième raison pour laquelle je pense que cette proposition est digne d'intérêt, et c'est pour ça qu'elle nous a appelés, parce qu'elle remet en cause notre relation au travail. Dans la définition commune de l'objet même de ce travail, d'abord, on cherche ce qui n'est fait par personne d'autre, ce qui ne va enlever de l'emploi à personne qui existe déjà et qui est pourtant important ou qu'il deviendra. Ce n'est pas au métier en pénurie que cette proposition entend répondre. Je dirais c'est plutôt à la pénurie de travail utile qui soit non toxique pour la planète et qui soit positif en termes de relation à l'emploi même. Chacune et chacun dans ces territoires, pour que ça soit bien clair, dispose d'un contrat à durée indéterminée dont elle ou il peut déterminer le temps concret, qu'il soit partiel ou plein selon ses désirs. Et puis, cette proposition me semble aussi digne d'intérêt parce qu'elle questionne ce très vilain mot de gouvernance, c'est-à-dire jusqu'à quel point un projet comme celui-ci peut contribuer à démocratiser les entreprises, et comment les travailleuses et les travailleurs peuvent participer à cette démocratisation de la prise de décision. Enfin, troisième raison d'être attentif aux promesses de cette proposition, c'est la traversée du Covid que nous sommes en train de faire et que nous continuons de faire, et qui nous montre tous les jours à quel point il est essentiel de redimensionner l'action sociale et de reterritorialiser toute une série d'initiatives, dont par exemple celle que j'appelle moi ça les métiers que j'appellerais de chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire ceux qui se font avec l'existant en utilisant les ressources du passé tout en ne préemptant pas celles de l'avenir. Ce qui est le cas par exemple de tous les métiers de l'économie, du recyclage comme on les appelle, mais aussi ces métiers, ces activités de lien social et de ceux qui préparent la nécessaire résilience au bouleversement climatique
et de la biodiversité, mais ce sont des résiliences qui sont accessibles à toutes et à tous, puisque les territoires zéro chômeur de longue durée sont des territoires qui ouvrent des accès. C'est très important, et spécifiquement à celles et à ceux qui en cherchaient depuis longtemps. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, juste envie de préciser que ce que la pandémie nous montre de façon totalement éclatante aujourd'hui, c'est que le temps n'est plus à la prévention, on se prémunit contre quelque chose qu'on connaît, ni à la précaution, on se prémunit contre quelque chose qu'on n'a pas envie d'affronter, mais à la préparation, qui consiste à se prémunir contre quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et c'est ça qu'une proposition comme le territoire zéro chômeur permet, à notre sens, d'explorer, c'est participer à l'éradication de la pauvreté, à revoir nos relations au travail, à reterritorialiser une économie sociale et du social. C'est ça qui est au programme de cette proposition. Maintenant, si cette proposition, je terminerai vraiment là-dessus, si cette proposition nous est précieuse pour les raisons que je viens de citer rapidement, ça n'exclut évidemment pas que nous avons quelques réserves, nous en avons même 20 exactement, 20 points d'attention pour que cette proposition soit transposable en Belgique et en région bruxelloise. Et ces 20 points aussi, je peux vous le dire, nous sont tout à fait précieux. Je passe la parole à Élise Dermine pour les commencer et les commenter. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Paul, pour cette introduction très inspirante. Je voudrais, avant de présenter l'étude, peut-être expliquer le contexte dans lequel nous avons été amenés à la réaliser à Troyes. En fait, il faut savoir que depuis déjà maintenant 2017, les acteurs carolo-régiens se réunissent en vue de lancer une expérience territoire zéro chômeur de longue durée, et qu'ils se sont structurés autour d'un comité d'accompagnement dans lequel se retrouvent des politiques, des représentants des syndicats, des représentants du CPS, de Charleroi, des représentants du Forum, des représentants d'associations de lutte contre la pauvreté. Et ils ont décidé de se doter d'un comité scientifique qui est lui composé de chercheurs et qui est de temps en temps sollicité par ce comité d'accompagnement pour les épauler, pour répondre à des questions. Et nous faisons partie de ce comité scientifique, et ce comité scientifique nous a demandé à un moment donné de réfléchir à une méthode, à des critères d'évaluation de l'expérience lorsqu'on pourrait la lancer, puisqu'ils sont vraiment occupés en fait à la lancer. Et nous nous sommes dit que, bien évidemment, pour identifier des critères d'évaluation, il fallait d'abord clarifier les objectifs poursuivis par l'expérience. Et afin de réaliser cette étude, nous avons organisé un séminaire dans lequel nous avons voulu croiser le regard de juristes, de sociologues et d'économistes. On ne voulait pas, par exemple, que ce soit des économistes seuls qui identifient uniquement des critères quantitatifs d'évaluation ou des sociologues avec des critères qualitatifs. On trouvait que c'était important d'avoir les différents points de vue. Et puis, par ailleurs, on s'est dit qu'on n'allait pas réinventer la roue, que cette expérience, elle est déjà lancée en France depuis un certain temps. On a déjà des premières études qui ont été réalisées sur les résultats de l'expérience française. On voit aussi qu'il y a toute une série de difficultés qui apparaissent. Et donc, on avait invité lors de ce séminaire des collègues, des chercheurs français qui sont venus nous faire part de ces premiers résultats, de ces difficultés rencontrées sur le terrain. Et puis, enfin, il nous avait semblé que si on voulait mettre en place un dispositif d'évaluation qui soit le plus pertinent possible, il fallait qu'on prenne en compte les préoccupations des acteurs de terrain, des acteurs concernés en Belgique, qui voient eux-mêmes toutes les difficultés qui pourraient se poser quand on met en œuvre une telle mesure en Belgique. Et donc, on avait associé à ce séminaire toute une série de personnes. On avait aussi des entreprises privées, mais on avait des représentants des syndicats, des associations, etc. Et c'est suite à ce séminaire et aux travaux que nous avons réalisés qu'on a rédigé cette étude. Et donc maintenant, je vais vous présenter pour ma part les objectifs poursuivis par l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée. Et Julien vous présentera ensuite, identifiera en fait à partir de l'expérience française les conditions à mettre en œuvre pour atteindre chacun de ces objectifs. Alors, quand on se penche sur l'expérience française, on lit partout que cette expérience TZCLD, elle vise quoi? Elle vise à réaliser le droit fondamental d'obtenir un emploi. Ce sont les termes de la Constitution française. Si on se réfère à la Constitution belge, on parle de droit au travail.
Et c'est pour cette raison, en fait, que moi, je me suis intéressée à la question, puisque j'avais travaillé, dans le cadre de ma thèse en tant que juriste, sur ce droit fondamental au travail. Et donc, je me suis penchée sur l'expérience et j'ai effectivement pu constater que cette expérience, elle cherche à agir sur les 5 dimensions du droit au travail. Et donc, avec Julien et Paul, on s'est dit, mais voilà, il y a un objectif, il y a une finalité qui est sécuriser, mieux réaliser le droit au travail. On peut en fait décliner cet objectif en 5 sous-objectifs qui correspondent à chacune des 5 dimensions du droit fondamental au travail. Et c'est parce que l'expérience TZ-CLD poursuit ces 5 objectifs de façon concomitante qu'elle est vraiment singulière, qu'elle est vraiment originale et qu'elle propose quelque chose qui nous semble tout à fait nouveau. On va aborder ces 5 objectifs un par un, mais avant, je voulais juste revenir sur cette notion de droit fondamental, de droit humain. Qu'est-ce qu'on entend par un droit fondamental? Qu'est-ce que ça veut dire que le travail est un droit humain? Eh bien, ça veut dire que notre société considère à l'heure actuelle que le travail est un bien si important qu'elle se doit de tout mettre en œuvre pour pouvoir en assurer un à chaque individu. Et donc, c'est non seulement une exigence éthique, mais c'est aussi une exigence juridique. Alors, ça ne veut certainement pas dire qu'aujourd'hui, un chômeur peut aller en justice contre l'État belge en disant, voilà, je suis au chômage, vous ne m'avez pas donné d'emploi, vous devez m'en garantir un. Non, en Belgique, on considère que le droit au travail, je vais être un peu juriste là, mais n'emporte pas d'obligation de résultat. L'État ne doit pas garantir à chaque individu un emploi. Il implique une obligation de moyens. Ça veut dire que l'État belge doit tout mettre en œuvre, doit développer toute une série de politiques publiques pour soutenir l'emploi et essayer que chacun puisse accéder à l'emploi. C'est notamment, par exemple, pour ça qu'on a un service public de l'emploi comme Actiris. Ça, c'est une des réalisations des pouvoirs publics pour essayer que chacun atteigne un emploi, mais on voit bien qu'on n'en fait pas assez pour le moment. Alors, on n'a pas d'obligation de résultat. Je vais vous dire, je pense que c'est une grande chance. Quand on a une obligation de résultat et donc que l'État doit donner un emploi à chacun, ça veut dire que le droit au travail, finalement, se transforme très, très rapidement en devoir de travailler. Parce que si on doit s'assurer qu'il n'y ait jamais de chômage, que chaque fois qu'une entreprise licencie, hop, on puisse offrir un emploi à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on va aussi créer des emplois qui, comme Paul le disait, sont purement occupationnels et ne sont pas intéressants. En Belgique, on a cette idée que on a le droit à les allocations de chômage si on ne trouve pas d'emploi qui est convenable. D'accord? Donc, on doit essayer de garantir à chacun un travail librement choisi. Et s'il ne le trouve pas, alors il a droit aux allocations de chômage. Alors, on en revient alors à nos 5 sous-objectifs. Alors, premièrement, l'expérience, elle vise quoi? Elle vise à universaliser l'accès à l'emploi. Or, la première composante du droit fondamental au travail, c'est d'exiger que les pouvoirs publics légifèrent, agissent pour assurer un emploi à tous, en ce compris les personnes les plus défavorisées, en ce compris les personnes les plus éloignées du marché du travail. Et donc, le projet s'inscrit ici parfaitement dans cette première dimension du droit au travail, puisqu'on sait que, on le voit dans l'expérience française, il s'adresse à tous les PPDE, donc toutes les personnes privées durablement d'emploi, peu importe leur statut social, qu'elles touchent des allocations de chômage, qu'elles perçoivent un revenu d'intégration ou qu'elles ne perçoivent pas d'allocation. Et peu importe aussi leur éloignement du marché du travail. Deuxième dimension du droit au travail, deuxième sous-objectif, l'expérience TZ-CLD cherche à assurer la sécurité économique des travailleurs. Et ça, c'est bien la deuxième dimension du droit au travail, c'est ce qu'on appelle la fonction instrumentale du droit au travail. On veut que chacun puisse travailler parce que c'est à travers le travail qu'on peut subvenir à ses besoins, avoir les sous nécessaires pour pouvoir vivre. Et l'emploi va assurer non seulement une rémunération directe, mais aussi, on le sait, quand on a travaillé, on a cotisé et on ouvre des droits à la sécurité sociale. L'intérêt de l'expérience TZ-CLD, c'est qu'elle procure non seulement un emploi, mais un emploi qui est stable. Donc, il y a l'ambition de procurer une stabilité de revenus. Donc, je suis encore au slide précédent. Donc, une stabilité de revenus à travers un contrat à durée indéterminée. Donc, ça, c'est vraiment une singularité. Troisième dimension, le droit au travail doit offrir la sécurité économique aux travailleurs, mais aussi leur permettre de s'émanciper. Et là, c'est vraiment une particularité du droit au travail par rapport aux autres droits sociaux. On sait que
la sécurité sociale, elle vise aussi la sécurité économique. Il s'agit d'assurer des revenus à tout moment. Mais la particularité du travail, c'est que dans nos sociétés, on le valorise parce qu'il permet non seulement d'avoir de quoi manger, mais il doit aussi nous permettre de nous réaliser, de nous épanouir. C'est pour ça que le droit au travail, dans toutes les déclarations internationales ou nationales, le droit au travail, il est supérieur. On le retrouve avant, c'est le premier des droits sociaux. On croit que c'est mieux d'avoir un travail que de se retrouver, d'être obligé d'être retrouvé sur la sécurité sociale. Et donc, là encore, Territoire zéro chômage de longue durée partage cette idée. Et donc, on a l'ambition de procurer un travail qui ne soit pas purement alimentaire, mais qui permette aux individus de se réaliser et qui soit assorti de conditions de travail équitables, qui soient librement choisies, puisqu'on va prendre en considération les desiderata des individus. Alors, ces trois premières dimensions, on est toujours centré sur l'individu. On voit tout le bien qu'on va pouvoir tirer d'un travail pour les individus. Mais le droit du travail, on a décidé d'en faire un droit fondamental dans nos sociétés parce qu'on considère qu'il a également des vertus pour la collectivité. Et ce sont les deux dernières dimensions, les dimensions 4 et 5 sur le slide du droit au travail auxquelles vont se rattacher l'expérience Territoire zéro chômage de longue durée. La première, donc quatrième ici, c'est de contribuer à la résilience ou au bien-être des territoires. Pourquoi est-ce que dans nos sociétés, on a consacré le droit au travail? Parce qu'on considère que quand on travaille, on crée de la valeur pour la collectivité. On crée des choses qui sont importantes pour la collectivité et donc on accroît le bien-être du territoire, on accroît les richesses d'un territoire. Et ce qu'on voit à travers l'expérience Territoire zéro chômage de longue durée, c'est qu'il y a vraiment cette idée de développer des activités qui sont socialement utiles pour le territoire et qui en fait ne sont pour l'instant pas suffisamment développées parce qu'elles sont par exemple peu rentables sur le plan économique. Donc on voit bien qu'on a pour objectif de répondre à des besoins des individus, mais aussi aux besoins d'un territoire en termes de bien-être sur le territoire. Et enfin, dernier objectif, c'est le fait de favoriser la vitalité démocratique des territoires. Je viens de vous dire que l'expérience Territoire zéro chômage de longue durée, elle vise à développer des activités qui sont socialement utiles pour le territoire. Mais comment est-ce qu'on va identifier ces activités qui sont socialement utiles? Eh bien, l'idée centrale, c'est de mener le débat entre acteurs locaux du territoire et de définir ensemble des projets qui sont collectifs. Et donc, l'idée ici, c'est véritablement de faire du travail une question qui soit une question politique. On va définir collectivement, au terme de délibération démocratique, les activités qui ont de la valeur pour la collectivité et qui méritent donc d'être soutenues. Et donc là, vraiment, on a cette idée, en fait, c'est la conception, ce qu'on appelle la conception démocratique des droits fondamentaux. C'est l'idée de dire que les droits fondamentaux sont un lieu d'échange et de construction du commun. On va débattre de ce qu'est le travail qui doit être valorisé plutôt qu'en fait un lieu d'éclatement en aspiration individuelle et individualiste. Et là, vraiment, c'est central aussi dans l'expérience Territoire zéro chômage, c'est de créer du débat autour de ce qui est considéré comme collectivement important. Pour l'instant, on sait que c'est plutôt le marché qui définit les activités à développer. Et là, il y a l'ambition de se réapproprier collectivement les activités qu'on considère comme étant, comme le disait Paul, considérant comme étant bonnes parce que durables, par exemple sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan environnemental. Voilà. Je vais laisser la parole alors à Julien et je pense qu'on peut changer le slide. Bonjour à tous. Donc je propose à mon tour de regarder maintenant ce qui a fonctionné en France dans la réalisation de ces 5 objectifs, mais aussi et surtout peut-être aujourd'hui les limites et les échecs français. Et donc, en rédigeant cette étude, ce qu'on a essayé de faire, c'était toujours d'identifier les moyens qui étaient nécessaires pour que le projet parvienne à réaliser les objectifs qu'il s'est fixés à l'occasion de sa mise en œuvre en Belgique. Et donc, je propose, comme le slide l'indique, qu'on aille directement voir ce qu'il en est concernant le premier objectif, à savoir l'universalisation de l'accès à l'emploi. Alors, ceux qui ont déjà lu quoi que ce soit sur Territoire zéro chômeur connaissent le slogan que Paul a rappelé tout à l'heure, « Personne n'est inemployable ». Et ce qui est en jeu ici, c'est est-ce que le dispositif est capable d'incarner et de réaliser ce principe? Alors, on voit en France que ce n'est pas facile d'y parvenir, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que tous les rapports constatent ce qu'on a appelé dans notre étude un retour de la sélectivité. Alors, c'est quelque chose d'assez systématique dans tous les projets qui se réclament participatifs et ouverts à tous. Et pour comprendre ça rapidement, je vous demande d'imaginer simplement 3 cercles concentriques.
avec le premier, le plus large, qui serait celui de l'ensemble des personnes concernées par le projet. Ensuite, ceux que l'on parvient effectivement à rassembler. Et puis le plus petit, le troisième, qui est au milieu, celui des personnes qui vont effectivement pouvoir contribuer au projet. Et chacun de ces cercles est entouré par une frontière qu'il est plus ou moins facile de traverser. Alors, si on vient un peu sur le cas qui nous occupe ici, le premier cercle, c'est celui des personnes concernées. De qui s'agit-il? Élise l'a rappelé, et Paul aussi, ce n'est pas seulement les chômeurs indemnisés, mais ce sont toutes les personnes qui sont privées durablement d'emploi et qui habitent sur un territoire donné. Or, cette liste, elle n'existe pas. La liste des personnes privées durablement d'emploi, elle n'existe pas. La liste des chômeurs indemnisés, bien. Et en plus, on sait que parmi ces personnes privées durablement d'emploi, celles qui sont les plus précaires, il est difficile d'entrer en contact avec elles. Et d'ailleurs, il y a une des études françaises qui montre que près de 50% du public concerné n'a jamais entendu parler du projet. Et ça, c'est effectivement un des problèmes qui apparaissait à nos yeux. Et on trouve à nouveau, on trouve la même dynamique d'exclusion quand on regarde le passage du cercle des personnes concernées à celui des personnes rassemblées, c'est-à-dire les personnes qui viennent aux réunions d'information. Et dans les faits, ces réunions, elles ne rassemblent que les personnes qui se sentent légitimes d'être là, celles qui sont disponibles. Donc il y a à nouveau une sélection qui se joue là, et on est sur le même schéma à nouveau. Si on regarde les personnes qui vont effectivement travailler dans les entreprises à but d'emploi, celles qui vont contribuer au projet, il s'agit essentiellement des personnes qui ont déjà des ressources et des compétences pour se mettre en projet, si je reprends l'expression qui est utilisée dans les rapports. Alors ce que je veux démontrer en décrivant ça, c'est que si on veut effectivement universaliser l'accès à l'emploi, il faut donner au projet les moyens de soutenir les personnes pour qu'elles puissent traverser chacune de ces frontières qui séparent les trois cercles dont je parlais. Alors concrètement, cela impose, comme le montre le slide, d'alléger au maximum les contraintes administratives à l'entrée dans le projet, de s'imposer, de contacter l'entièreté du public cible de la mesure et de chercher à donner à chacun les ressources qui sont nécessaires pour qu'on puisse effectivement s'investir, ce qui implique un peu plus concrètement, si on regarde le point 3, de travailler avec les personnes privées durablement d'emploi pour identifier avec elles leurs envies et leurs compétences et non pas considérer que tout ça c'est déjà préexistant à l'entrée dans le projet et qu'il y aurait qu'à les cueillir comme un fruit sur un arbre. Finalement, le dernier point, et pas des moindres, c'est qu'il faut que les personnes aient le temps de passer ces frontières. Et donc, on ne leur mette pas des bâtons dans les roues quand ils veulent s'impliquer dans ce projet. Et si on rassemble toutes ces conditions, on peut imaginer que les territoires zéro chômeur de longue durée devraient permettre d'inclure un maximum de personnes éloignées de l'emploi. Ceci dit, comme Élise vient de l'expliquer, l'emploi n'est pas une fin en soi dans ce projet. Ce qui importe aussi, c'est qu'il permette à chacun d'avoir les moyens de vivre dignement. Et c'est ça, c'est ça le deuxième objectif, si on change de slide. C'est comme ça que les territoires zéro chômeur de longue durée vont participer à l'éradication de la pauvreté. Et donc, si on peut passer au slide suivant, Romain, s'il te plaît. On voit qu'en France, ce qu'on constate, c'est que les personnes sont payées au salaire minimum. Et elles ne bénéficient de presque aucune évolution salariale. Alors, on n'est pas hors du droit social, hein, comme c'est pourtant le cas avec les plateformes capitalistes d'économie collaborative dont on parlait encore hier avec la manifestation des coursiers, qui sont des personnes qui travaillent hors du salariat. On n'est pas dans ce cas-là, mais on n'est quand même pas très haut sur l'échelle des salaires. Ça, il faut le constater, le souligner. En plus, deuxième enjeu par rapport à ça, les droits sociaux, on le sait, ils sont en partie liés au temps de travail. Or, une partie plus ou moins importante, selon les cas des salariés des entreprises à but d'emploi, décide de travailler à temps partiel. Et donc, tous ne bénéficient pas des droits sociaux les plus étendus. Alors, j'ai été un peu assez critique sur cette partie-ci, mais il faut aussi reconnaître que toutes les personnes sont engagées sous contrat à durée indéterminée, et que c'est vraiment déterminant dans ce projet, et que toutes les études quantitatives montrent une élévation générale de la qualité de vie des travailleurs. Alors, à Lille, par exemple, 3/4 des salariés ont vu leurs ressources économiques augmenter, et il y en a donc 1/4 pour qui ça n'a pas été le cas, et ce sont ceux qui ont perdu le droit à certaines aides sociales, ceux qui sont passés à un seuil d'imposition supérieur, et ceux qui ont souffert aussi de saisies sur salaire à cause de dettes qu'ils avaient contractées antérieurement. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer éviter ça en Belgique? Alors, premièrement, c'est indiscutable à nos yeux, c'est en ne dérogeant en aucun cas au principe du CDI. Deuxièmement, en offrant un accompagnement social à tous les travailleurs qui en ont besoin. Et troisièmement, en garantissant un revenu décent de l'ordre, par exemple, des 14 € de l'heure qui sont revendiqués par la FGTB. C'est à ces conditions, à nos yeux, qu'on parviendra à faire de territoire zéro chômeur de longue durée un moyen effectif de sortie de la pauvreté monétaire.
Mais toutes les études contemporaines sur le travail montrent aussi que dans nos sociétés, le travail, ce n'est pas seulement un moyen d'obtenir un salaire, c'est aussi une façon de s'intégrer dans la société. Et il faut donc que le projet soit aussi au rendez-vous sur ce point, voire qu'il soit un peu plus ambitieux pour parvenir à remplir son troisième objectif, à savoir l'émancipation des travailleurs. Alors, à nouveau, les rapports publiés par le comité scientifique français décrivent des choses qui ne sont pas très reluisantes, dont pas mal de malaise au travail. Et je me contenterai ici de citer 3 indicateurs. Un taux d'absentéisme assez important, une dégradation de l'état de santé de certains travailleurs et la reproduction des inégalités de genre dans le choix des activités professionnelles. Alors chez nous, je n'ai pas les chiffres sous la main à l'instant, mais il y a sans doute beaucoup d'employeurs du secteur associatif, de l'ISP, des services publics, des structures syndicales qui ne sont pas de super bons exemples sur ces 3 indicateurs non plus, mais ça ne doit pas empêcher Territoire Zéro Chômeur d'essayer de faire mieux. Peut-être juste essayer de comprendre ce qui coince sur ces enjeux-là dans les entreprises à but d'emploi en France. Notre hypothèse, c'est que ces problématiques sont entre autres liées à la façon dont les personnes sont, à la façon dont le travail est défini et organisé dans ces entreprises à but d'emploi. Alors vous, ceux qui connaissent Territoire Zéro Chômeur, à nouveau, vous savez que ceux qui ont regardé ce qui se passait en France, avant même l'ouverture officielle des candidatures, il y a eu un important travail collectif des acteurs locaux et du public cible, c'est vraiment important, donc les personnes privées d'emploi elles-mêmes, pour identifier les besoins du territoire et les compétences disponibles. Et donc, on a créé des activités au sein des entreprises à but d'emploi qui étaient le fruit d'un arbitrage serré entre ces 2 pôles. Arbitrage d'autant plus serré d'ailleurs que ces activités ont souvent nécessité des investissements financiers, parfois même des investissements financiers importants, qui n'avaient pas été prévus par la loi de financement, on y reviendra. Alors, ceci étant dit, une fois que l'EBE a été ouverte, des nouvelles recrues ont rejoint le projet et elles ont donc souvent été intégrées à des activités préexistantes. Et donc elles n'ont pas participé à la définir, c'est inévitable. Donc ce n'est pas en soi un mal le fait qu'elles soient intégrées là, mais il faut continuer à se penser, à réfléchir à comment est-ce qu'on va maintenir cet objectif de faire avec les compétences des personnes et continuer à identifier ce sur quoi on va travailler. Et donc, comment continuer à faire place aux envies et aux compétences dans ce cadre-là? À notre sens, il faut que les personnes puissent peser sur la façon dont elles sont mises au travail. Et donc, on arrive là sur toutes des problématiques managériales super classiques pour n'importe quelle entreprise, y compris associative. Comment est-ce qu'on organise le travail de chacun en respectant le projet collectif? Comment est-ce qu'on intègre les nouveaux? Comment est-ce qu'on forme les travailleurs, etc. Et donc, l'enjeu des entreprises à but d'emploi qui nous apparaît quand on regarde ça, c'est de parvenir à passer d'une définition individuelle des envies et des compétences des personnes privées durablement d'emploi vers une définition collective du travail dans l'entreprise. Et ça passe en partie par le fait qu'il y ait des instances syndicales de représentation des travailleurs, CE et CPPT en Belgique, mais aussi, comme je viens de le dire, une forme de management qui soit participatif, et troisièmement, par une structuration juridique de l'entreprise et de ses instances de décision qui fassent la part belle aux travailleurs. À ce titre, pour ceux qui étaient là la fois passée, on a vu que l'entreprise lilloise était initialement une association et qu'elle s'est aujourd'hui convertie en société coopérative d'intérêt collectif, qui est le modèle français de coopérative multicollège, dans lequel non seulement les travailleurs sont représentés au CA et à l'AG de l'entreprise, mais aussi les usagers des services vendus et les autorités publiques. Alors, je ne vais pas revenir ici en détail sur chacune des 7 conditions qu'on a identifiées pour que l'entreprise réponde aux attentes collectives des travailleurs. Vous les voyez sous vos yeux, ceux qui sont vraiment intéressés, ils peuvent même prendre le temps de lire l'étude. Moi, je préfère profiter du temps qui reste pour parler des 2 derniers objectifs. Le suivant, le 4e d'ailleurs, a trait non plus à l'organisation du travail et à la structuration de l'entreprise, mais au contenu même des activités. Alors, si je veux le dire avec des grands mots un peu pompeux, je pourrais dire que il ne s'agit pas seulement de défendre le projet pour des raisons de justice procédurale, mais aussi pour des motifs substantiels. Un peu plus concrètement, ce que cette formulation invite à faire, c'est regarder les secteurs d'activité dans lesquels les entreprises se sont investies. Et quand on fait ça, on constate que la transition écologique et que les services aux personnes sont vraiment centrales dans ces entreprises. C'est dans ces 2 domaines que ce qu'on appelle les comités locaux pour l'emploi ont identifié que le projet pouvait le mieux répondre aux besoins du territoire. C'est donc dans ces domaines aussi que les entreprises ont mis de l'argent, ont investi de l'argent pour développer leurs activités. Or, Élise le rappelait tout à l'heure, du point de vue de l'économie de marché, ce sont des secteurs à faible rentabilité économique, malgré un impact socio-environnemental très positif. Et donc, il faut vraiment parvenir à ce qu'en Belgique,
on puisse clairement valoriser, je ne parle pas seulement ici d'évaluation de l'impact social, mais vraiment de valorisation, y compris financière, les activités qui ont un impact socio-environnemental positif sur le territoire. Et il faudrait peut-être même interdire aux entreprises à but d'emploi d'avoir des activités qui soient nocives pour le territoire. En France, on constate que cette réflexion est quand même assez compliquée sur tous ces enjeux parce que les pouvoirs publics se sont vraiment mis en tête qu'ils avaient financé la création d'emplois sans penser la création d'entreprises. Et donc, sur ces enjeux, ils sont un peu limités dans leur capacité à définir ce que vont faire les entreprises et à éviter la nocivité. Et pour poursuivre à propos de nocivité, je n'ai pas le temps de le démontrer maintenant, mais il faut savoir que les entreprises capitalistes nuisent à la démocratie de façon générale. Et donc, l'enjeu, c'est de réfléchir aussi à comment le projet Territoire zéro chômeur de longue durée pourrait éviter cette nuisance-là et ainsi réaliser le 5e et dernier objectif, Romain, si tu veux passer au slide suivant, qui est celui de la contribution à la vitalité démocratique des territoires. Alors, pour répondre à cette question, je vais me permettre de faire un petit décalage et de vous inviter à regarder, à vous souvenir des débats qui ont eu lieu à l'occasion du premier confinement autour de la définition des activités utiles, cruciales et essentielles. On a coordonné une enquête sur ces questions en mai dernier et on a constaté que 90% des personnes qui avaient répondu à l'enquête considéraient que leur job était utile, alors que seulement 45% travaillaient dans des secteurs qui étaient reconnus comme étant utiles par la loi. Alors, si on admet que cette crise sanitaire est qu'une petite répétition avant de se prendre en pleine face toutes les conséquences dramatiques des crises écologiques, on voit toute la nécessité qu'il y a à réfléchir à comment définir le caractère utile de certaines activités et nuisible d'autres. Quand je dis comment, je pense aussi et surtout à savoir qui va trancher. Est-ce que c'est le marché qui va décider tout seul? Est-ce que c'est le gouvernement fédéral qui va décider tout seul dans son coin? Est-ce que ce sont les citoyens tirés au sort? Est-ce que ce sont les travailleurs des entreprises concernées? Est-ce que c'est les bénéficiaires de services? Alors, il n'y a pas de réponse définitive à cette question, mais il nous semble que les territoires zéro chômeur de longue durée proposent une réponse vraiment intéressante à cette question quand on voit comment les acteurs qui ont été rassemblés au sein du comité local pour l'emploi parviennent à identifier les besoins de leur territoire. Et donc, pour que ce soit le cas chez nous, il faut, première condition, veiller à ce qu'en Belgique aussi, ces comités locaux soient composés et organisés de façon démocratique. Ce qui requiert, entre autres, à minima, d'intégrer les personnes privées durablement d'emploi qui vivent sur le territoire au sein de ces comités. Alors, au passage, je voudrais souligner que ces comités n'ont quasiment pas été confrontés à des problèmes de concurrence avec le secteur privé quand ils ont créé leurs activités, mais que par contre, on constate quelques cas de glissement d'emploi depuis le secteur public vers les EBE. Il faut absolument qu'on soit attentif en Belgique à ça, à l'évaluer, sans doute à une échelle un peu plus large que celle du micro-territoire, mais ça c'est un débat un peu technique qui dépasse cette enceinte. Il est sans doute à minima nécessaire de le regarder au niveau communal. Mais voilà, en tout cas, il faut veiller à ce que ce glissement ne s'opère pas et vraiment être précautionneux sur cet enjeu à nos yeux. Ceci dit, ce point concernant la vitalité démocratique des territoires, ça déborde largement cette question de la concurrence. À nos yeux, il faut aussi et surtout souligner sur cet aspect la capacité du projet à lutter contre la morosité et la passivité politique, autrement dit à permettre aux travailleurs de se sentir à nouveau citoyens. Parce même au-delà des travailleurs, en fait, ces comités reposent sur des mobilisations territoriales remarquables qui ont fait de ce projet un grand projet d'éducation permanente, pour parler dans les termes de nos décrets, au sens où les comités locaux pour l'emploi ont vraiment participé à identifier leur territoire, à le définir, à saisir les enjeux qu'ils traversent, et mieux encore, à donner à ses habitants les moyens de répondre collectivement à ces enjeux. Alors, je vais m'arrêter là et passer en demandant à Romain de passer au dernier slide, et en soutenant que si le projet remplit ces 20 conditions, alors on peut imaginer que les territoires zéro chômeur de longue durée vont parvenir à renouer avec l'horizon d'émancipation des travailleurs sans emploi qui anime historiquement le secteur de l'insertion socio-professionnelle, il faut le rappeler, et aussi les organisations syndicales d'ailleurs. Et le projet peut même constituer aujourd'hui une vraie alternative à la fois sociale, écologique et démocratique à l'ubérisation, à la multiplication des flexi-jobs, des boulots de merde, que je ne sais pas comment on peut les nommer autrement. Et ce projet à petite échelle, ça, il n'y a pas à douter de ça, que c'est une petite échelle, mais à son échelle, il parvient à mettre des choses en œuvre pour lutter contre la dualisation de la société qui
exclut des personnes de l'emploi et donc de leur citoyenneté dans une société salariale comme la nôtre, mais qui aussi, pour ceux qui ont un boulot aujourd'hui, conduit à l'accroissement hallucinant des maladies professionnelles. Et en plus, les entreprises dans lesquelles on travaille en sont en partie responsables de productions qui sont nocives pour l'environnement et pour les territoires. Alors, il n'y a aucun doute, en faisant cette conclusion un peu grandiloquente, je ne vais pas vous faire croire que les territoires zéro chômeur vont à eux seuls relever tous ces défis. On a évidemment besoin d'élever les minima sociaux et salariaux, de réduire collectivement notre temps de travail, de démocratiser les entreprises. Mais ce que je veux dire, c'est que les syndicats et les associations d'insertion professionnelle Carolo qui s'engagent dans les expérimentations ne se trompent pas en s'engageant dans ce projet et en considérant que ce projet Territoire zéro chômeur n'est pas concurrent avec les autres revendications, mais plutôt convergent. Et j'espère vraiment, et je pense que je peux parler en notre nom à tous les trois, que les acteurs progressistes bruxellois vont eux aussi s'engager dans une forme de sympathie critique à l'égard de cette expérimentation et de sa mise en œuvre. Et c'était en tout cas notre intention en participant à ce webinaire aujourd'hui, Paul, Élise et moi. Et je vous remercie en notre nom à tous les trois pour votre écoute. Merci à vous. Bon, déjà super, c'est dans les temps, ça c'est magnifique. Deux petites choses. Donc, durant les interventions, il nous est revenu que pour certaines personnes qui participent à la visioconférence, ils n'avaient pas accès au chat. Je pense que c'est soit parce que vous n'avez peut-être pas activé une option chez vous, ou alors que vous n'avez pas Teams installé sur votre ordinateur. Si c'est le cas, alors je vous invite tout simplement, vous voyez en haut de votre écran, il y a un petit émoticône avec une main. Donc vous cliquez dessus et alors je verrai que vous levez la main. Si ça ne marche toujours pas, parce qu'il y a quand même 153 personnes, quand il y a une opportunité, allumez votre micro et faites-le à l'ancienne. Vous prenez la parole quand c'est possible. Cela dit, durant les interventions, il y a déjà eu 2 questions sur le chat. Je vais déjà donner la parole aux 2 personnes, aux 2 structures qui ont posé les questions, en leur demandant de les reposer. On va commencer par Gorik Holmes, qui voulait parler des Social Werkplätzen. Et puis quand ça sera fini, je passerai la parole à Madame Evelyne Lang, qui avait aussi une question. Donc voilà, je coupe mon micro et je laisse la parole à Gorik Holmes. Je ne voulais pas nécessairement parler beaucoup, mais je voulais poser la question. C'est le but. Quand je lis ce que je trouve sur les entreprises à but d'emploi, ça ressemble très fort aux ateliers sociaux qu'on connaît en Flandre depuis 20 ans presque, qui sont maintenant mis en commun avec les ateliers protégés, qui ont reçu un autre nom. Mais presque toutes les questions qui reviennent, pérennité des financements, la difficulté d'avoir une construction collective, relation avec l'économie classique, les problèmes de salaire qui sont très bas, l'importance d'un service social reviennent et on a déjà l'expérience avec ça. Donc, je pense que ça serait bien de comparer parce que c'est quand même aussi dans un contexte belge, même si c'est dans la Flandre, les difficultés qu'on a avec la loi fédérale sont les mêmes. Et puis, il y a quelques points que je n'ai pas encore entendus aujourd'hui ni la fois précédente, c'est les difficultés qu'on a avec l'Europe et les règles que les subsides pour les employés fragiles sont normalement limités à 12 ou 24 mois et que donner un contrat à durée indéterminée est quand même difficile selon le droit européen. Mais bon, ma question principale, c'est est-ce que dans cette réflexion que vous êtes en train de faire, qui est super intéressant et qui nous aiderait aussi beaucoup en Flandre, est-ce qu'on pourrait un jour comparer les expériences et proposer aux chercheurs qui sont en train de faire leur travail de regarder aussi ce qui existe déjà et les difficultés qu'on a déjà rencontrées. Parce qu'on a clairement déjà un intérêt en commun, c'est que les subsides viennent des régions et que l'économie faite sur ces subsides arrive au niveau fédéral et donc il faudra trouver une solution pour faire un transfert de cet argent. Sinon, on ne pourra jamais faire ceci à large échelle. Les régions diront toujours on n'a pas les moyens pour le faire parce que l'argent, les économies se font au niveau fédéral. Voilà.
Excusez-moi si mon français n'est pas très bien, mais je pense très bien. C'est parfait. Juste ici, il me semble qu'on est quasiment déjà dans le débat, en fait. Mais c'est hyper intéressant. Hein. Mais donc, peut-être qu'on pourra aborder aussi le sujet durant le débat. Donc, juste pour remettre le cadre, ici, on est vraiment sur des questions de précision. Mais alors, pour le coup, votre première question, c'était est-ce que finalement, dans le cadre de l'étude, vous avez pensé aborder cette question-là? Et si peut-être, si vous ne l'avez pas fait, j'ai envie de dire pourquoi. Donc, et peut-être que sur la question des transferts région fédérale, on pourrait y revenir dans le débat plus technique, qui effectivement, c'est une question intéressante. Donc, les chercheurs. Oui, je peux. Julien, tu y vais? Oui, Paul? Oui, vas-y. Non, mais donc effectivement, on sait que suivant les régions, il y a toute une série de mesures qui existent déjà et c'est important du coup de vérifier que la mesure apporte bien quelque chose de différent par rapport à l'existant. Je sais qu'en région Wallonne, dans l'étude commanditée par le Forum, là, ils sont actuellement en train de faire des recherches beaucoup plus précises pour s'assurer qu'on ne fait pas quelque chose qui existe déjà. Et nous, on avait aussi un peu regardé cela en région bruxelloise. Pour l'instant, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de la région flamande, on n'a effectivement pas mené de recherche. Après, je ne connais pas très bien le dispositif des ateliers sociaux, mais à mon avis, il y a quand même déjà toute une série de différences qui sont notamment qu'il y a un dispositif, il y a un public cible dans les ateliers sociaux. Hein. Je pense qu'il faut vraiment être très, très éloigné du marché du travail et même avoir des fois peut-être plus des problèmes sociaux, psychologiques. Enfin, c'est vraiment ces 5 ans d'éloignement du marché. Enfin, c'est quelque chose, c'est quand même très, très ciblé, alors qu'ici, dans l'idée, on s'ouvre à tout le monde, on n'exclut pas non plus, on n'exclut pas trop. Donc l'idée, c'est d'avoir juste un critère de durée d'éloignement du marché du travail, mais on pourrait avoir quelqu'un qui soit plus hautement éduqué et qui n'ait pas de soucis particuliers, mais que par exemple, je ne sais pas, une mère qui se serait retirée du marché du travail pour s'occuper de ses enfants momentanément, ce genre de choses. Il y a aussi le fait que dans les ateliers sociaux, les activités sont, je pense, prédéterminées par l'entreprise, alors qu'ici, il y a cette idée de co-construire les activités. Donc voilà, il y a une série de différences, mais par contre, il y a une série de problèmes qui sont identiques à ceux qui risquent de se poser pour l'expérience territoire zéro chômage. Et donc, je pense que de toute façon, c'est effectivement très important, comme vous le dites, de pouvoir mettre en commun ce type de réflexion. Sur la question des subventions européennes, je vais regarder si maintenant, en laissant d'autres répondre, parce que dans l'étude juridique qu'on avait menée, il y avait tout un volet droit européen et on avait trouvé des solutions pour pouvoir garantir un CDI. Donc ça, je vais juste regarder, comme ça je pourrais répondre par la suite. Et sur la question des transferts, comme disait Julien Winkel, on pourra peut-être y revenir, mais c'est effectivement une grosse difficulté et c'est ce qui, en fait, je pense, rend la mesure difficile à lancer sur le plan politique, c'est que voilà, ça coûte aux régions alors que le bénéfice revient au fédéral. Et donc, c'est important, à mon avis, de pouvoir commencer à travailler avec la Flandre sur ces questions. Très bien, merci. Toujours dans le cadre des questions vraiment de précision, avant qu'on passe au débat, je vois ici donc, Madame Evingland qui posait une question qui était relative au salaire. Donc voilà, vous pouvez peut-être prendre la parole et la poser. Bonjour. Voilà, bonjour. Donc en fait, voilà, il me semblait que le salaire donc, dans les territoires zéro chômeur n'était pas lié à la durée du temps de travail. Donc c'est le travailleur qui choisit son temps de travail, mais qu'il est payé au SMIC, quel que soit sa... Il n'y avait pas de lien. C'est ce que j'ai cru lire, mais peut-être qu'il n'y avait pas de lien entre c'était un montant fixe, quoi. Et que c'est le travailleur qui choisit s'il veut travailler. Donc, voilà. C'est ça que je n'ai pas compris avec Julien Charles, quand il disait que c'était en fonction que le salaire était fluctuant comme un salaire traditionnel, quoi. C'est ça que j'aurais voulu avoir cette clarification. Je ne sais pas si quelqu'un qui... peut-être Julien Charles, peut-être répondre à la question. Oui, effectivement, à ma connaissance, le salaire évolue en fonction de, en tout cas, c'est ce que j'ai lu dans les études lilloises et ce que j'ai lu de la loi aussi. Donc, comme dans n'importe quel emploi, le salaire évolue en fonction du temps de travail. Et donc, effectivement, il y a des problèmes qui se posent pour les gens qui ont des temps partiels, comme ces problèmes se posent dans les situations nombreuses où il y a des temps partiels qui ne sont pas tout à fait choisis et qui incombent principalement à des femmes qui ont
traditionnellement en charge de s'occuper des affaires du ménage là comme ailleurs, et qui donc se retrouvent dans des situations économiques plus compliquées que les hommes. Et donc sur ces enjeux-là, effectivement, il y a du travail à faire autour du projet, et c'est ce qu'on pointait, pour faire en sorte que les personnes ne soient pas dans une situation plus précaire avant qu'après leur entrée dans ce dispositif. Mais il est payé au SMIC de toute façon, donc c'est ça que je ne comprends pas bien. On lui donne le SMIC, donc quelque part, c'est le salaire. Donc, c'est le SMIC pour un temps plein, je pense. Marc est présent et pourrait éventuellement prendre la parole pour répondre, mais en tout cas, en Belgique, le RMMMG, c'est le revenu moyen mensuel garanti, et donc il est pondéré en fonction du temps de travail. Oui, je comprends. Le salaire est proportionnel au temps de travail, en France en tout cas. Hein. Oui. C'est un SMIC horaire, donc si on travaille à mi-temps, on est payé à mi-temps au SMIC. À mi-temps au SMIC, donc un demi-SMIC. Okay. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que j'ai l'impression que le temps choisi est en même temps quelque chose qui est très, très important, parce que pour certaines personnes, en fait, reprendre un travail directement à temps plein, ce n'est pas quelque chose qu'elles souhaitent. Et donc, bon, à la fois, on a cette tendance, vraiment, en tout cas en tant que travailliste, on se dit il faut aller vers le temps plein parce que c'est ça qui garantit un bon salaire, l'accès aux droits sociaux. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'une force et un intérêt du projet, c'est de laisser le choix du temps de travail. Alors, du coup, il faut travailler à la question de la sécurité financière. Oui, c'est ça. C'est ça le problème, je trouve. Oui. Je pensais que c'était ça l'originalité. Le fait qu'on laissait le choix, mais qu'on donnait que le salaire était fixe. Ok, merci. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est le SMIC temps plein. Donc moi, c'est ce que j'avais, c'est ce qu'on m'avait dit aussi quand j'avais été en France. Je vois ici qu'il y a Hugues de Bolster qui a posté une remarque sur le forum, mais pour moi, là, on rentre déjà dans du débat. Donc, Monsieur de Bolster, vous ne vous vexerez pas si je garde ça sous le coude pour le moment débat. Je ne sais pas s'il y a encore des questions vraiment de précision, vraiment techniques, donc des choses qui n'auraient pas été comprises par rapport à l'initiative, vraiment en termes de compréhension. Si oui, vous pouvez me faire un petit hello avec la main sur Teams, ou bien mais très vite via le chat. Sinon, on peut passer à la partie débat. Voilà, je ne sais pas. Voilà, je prends la parole comme vous l'avez proposé au début. Oui, allez-y. J'ai levé la main, mais on ne me voit pas, j'imagine. Je vous en prie, d'accord. Voilà, je me présente, Mauricène Sikungu, donc du service emploi de Molenbeek. Ma question est relative au point sur l'émancipation des travailleurs en structurant l'entreprise. Alors, j'ai bien compris l'aspect management participatif, mais là où j'ai des flous, c'est que M. Charles a dit à un moment qu'il faut faire passer de l'envie personnelle du travailleur vers l'envie collective. Bon, là je n'ai pas suivi, s'il peut repréciser son idée. Alors, le fait est que le projet propose de partir des envies et des compétences des personnes. Or, dans une entreprise collective, les personnes travaillent sur le même type de tâches. Ils ont dû faire des investissements pour pouvoir, par exemple, créer un potager ou que sais-je encore. Et donc, une fois que les outils sont achetés pour travailler sur ce potager, il va être plus facile de faire rentrer des personnes qui vont aussi travailler à ce potager plutôt que des personnes qui vont créer leur propre activité tout seuls dans leur coin. Je ne sais pas, moi j'ai des compétences de traducteur, j'ai juste besoin de mon ordi, je vais me mettre, ça va peut-être être possible. Mais si tout le monde rentre dans l'entreprise avec des projets qui coûtent des tonnes et des tonnes d'argent et qui en plus ne répondent pas nécessairement aux besoins du territoire, on ne va pas être avancé. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a un arbitrage à réaliser, c'est que le principe selon lequel on va à la fois répondre aux besoins des territoires et aux envies et compétences des chômeurs, c'est un horizon, mais il faut imaginer, sans être le plus marxiste de tous les sociologues, mais qu'il y a des intérêts contradictoires aussi qui peuvent se jouer entre les intérêts du territoire et les intérêts des travailleurs concernés. Et que donc, nous, ce qu'on soutient et ce qu'on a apprécié aussi dans les façons dont ça a été mis en œuvre en France, c'est que même si ça a coûté en fait beaucoup de temps à beaucoup de directeurs de BE dont on a vu, je ne me souviens plus de laquelle, mais où il y a eu un turnover énorme dans les postes de coordination, parce qu'ils doivent eux-mêmes procéder à l'arbitrage ils sont un espèce de nœud entre tous ces enjeux-là.
notre proposition, c'est de trouver des moyens, et c'est ce qu'à Lille on fait en créant, c'est ce que les autres entreprises font en créant des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, où on institue le fait qu'il y ait des intérêts qui sont parfois divergents. Et ces SIC ont l'avantage, je ne sais pas si c'est le cas de celle de Lille ou si c'est le cas dans les autres SIC, mais en tout cas, il y a l'avantage de permettre que certaines décisions ne puissent pas être prises sans la validation de certains collèges. Et donc, il y a un espèce de droit de blocage des travailleurs sur certains enjeux, de droit de blocage des utilisateurs sur certains enjeux, de droit de blocage des autorités publiques sur d'autres enjeux. Donc là bon, en Belgique, le modèle de la SIC n'existe pas, mais on peut imaginer des choses semblables. Je n'ai pas dit que c'était ça qu'il fallait faire, mais il faut trouver en tout cas des moyens d'institutionnaliser cette tension pour que ce ne soit pas le seul ou la seule directeur ou directrice de l'EBE qui se retrouve à porter ça tout seul. Très bien, merci. Merci. Je vois que c'était Monsieur Laurent Durcel qui avait une question, donc je vous donne la parole. Oui, merci. Une question d'éclaircissement. Donc, merci, c'est passionnant tous ces débats. Mais ma question est la suivante. Donc, parmi les très nombreux objectifs, Julien Charles a listé les objectifs qui me paraissent à la fois très nombreux et très ambitieux, et qui trop embrassent mal étreint. Et donc, est-ce qu'il y a dans le concept une hiérarchie dans ces objectifs? Est-ce qu'il y a un nombre minimal d'objectifs en deçà duquel on ne descendra jamais, sinon ce n'est plus un réel territoire zéro chômeur, blablabla, parce que ça me paraît tellement ambitieux que, voilà, quel est le noyau dur parmi les 5 objectifs listés? Est-ce qu'on peut en sacrifier 1 ou 2 ou 3? Ça paraît déjà beaucoup, mais est-ce qu'il faut mener les 5 de front? Ouais, enfin bref, vous m'avez compris. Excusez-moi, je suis un peu brouillon. Je vais répondre à ça, Laurent. Je reconnais bien le souci de hiérarchie qui t'habite constamment dans la question. Non, c'est pas. Il s'agit ici de conditions. Tu vois, il ne s'agit pas d'hiérarchiser des façons de faire, c'est les conditions que nous avons, identifiées pour nous dire que ce projet, effectivement, était transposable de manière encore plus positive qu'il ne l'est en France, apprendre de ce qui s'est passé en France pour voir comment on pouvait le transposer. Mais moi, il me semble que de toute manière, sur ce quoi on ne peut pas mégoter, sur quoi on ne peut pas négocier, c'est effectivement notamment sur cette question d'aller chercher tout le monde, d'aller chercher tout le monde à la base. Là, une association comme Douche-Flux est un relais extrêmement précieux pour aller chercher des publics qui sont très très éloignés effectivement de l'emploi. Il y a ça, hein, donc qui participe à la rééducation de la pauvreté. Il y a ce que j'ai cité tout à l'heure dans la relation au travail et que Julien et Élise ont explicité mieux que moi. Donc comment est-ce qu'effectivement, et moi je pense que ça va ensemble en fait, on est là dans des conditions qui, elles ne s'empilent pas, elles sont coordonnées, elles sont interdépendantes. C'est ça la question de l'éradication de la pauvreté, de la démocratisation de l'entreprise et de la place du travailleur et de la travailleuse dans l'entreprise, ainsi que le souci constant de la résilience des territoires et de leur préparation à un futur qu'on va devoir vivre ensemble. Pour moi, ça va ensemble, en fait. C'est ce cercle vertueux-là, en fait, qu'il faut essayer de faire le plus rond possible. Alors, c'est effectivement, tu as raison, sur la question, c'est très ambitieux. C'est effectivement très ambitieux. On peut se poser la question de savoir si nous vivons un temps qui peut manquer d'ambition. Oui, mais donc, pour être très concret, merci Paul pour ta réponse. Je me permets un quart de seconde, très très rapidement. Si on remplit toutes les conditions, sauf la résilience du territoire et que l'occupation est polluante, vraiment polluante, est-ce qu'on abandonne ou pas? Ouais. Absolument, oui, on le sait, effectivement. Ça peut pas. C'est pour ça qu'elles sont interdépendantes. On va pas recréer cet emploi toxique qu'on connaît par ailleurs. La question, c'est effectivement de travailler grâce à l'existence de ce territoire à une sorte comment on va dire ça, de sortie de ce mécanisme qui nous appauvrit tous.
C'est ça, et c'est ça qu'on vise en faisant ces territoires. Donc non, on ne va pas répéter, on ne va pas faire le même que les entreprises classiques qui visent un profit notre profit n'est pas celui-là. Nous avons un autre intérêt. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors je vois ici qu'il y a encore. Juste. Oui. Je voulais juste revenir sur la question plus technique du droit de l'Union européenne et la question des aides d'État. Je voudrais juste préciser qu'on a encore, finalement, le temps file. Donc ici, j'ai encore 2 questions vraiment très précises qui ont été posées. Donc juste, peut-être, vous pouvez effectivement répondre sur la question européenne. Ensuite, on va prendre les 2 questions qui sont dans le chat, et puis ensuite on passera au débat, parce que ici pour moi là déjà on est déjà en train de rentrer dans le débat, et donc il faut quand même essayer de garder les choses un peu cloisonnées. Donc peut-être d'abord réponse effectivement sur la question européenne, vraiment en 20 secondes. Ensuite on passe à la question de Mme Grandjean et à la question de Mme Michotte. Je vous donnerai la parole, et ensuite après ça on passe au débat. Voilà. Allons-y. Ok, mais donc simplement dire à monsieur qui n'hésite pas à me contacter, je lui donnerai plus de détails, mais simplement on peut en tout cas considérer que les entreprises à but d'emploi, l'aide qu'ils leur apporteraient serait une compensation pour la gestion d'un service d'intérêt économique général. Et donc il y a toute une série de règles à respecter, mais si on considère que leur mission est un service d'intérêt économique général, alors on n'a pas du tout de problème avec la réglementation de l'Union européenne. Ok, très bien, merci beaucoup. Donc 2 questions encore. Il y en a une 3e qui s'est rajoutée, mais je pense que celle-là, Madame Patricia Demarchi, qui est sur la place des syndicats, je pense qu'on pourra y venir peut-être dans les questions des enjeux. Donc, Madame Grandjean, vous avez une question, on vous écoute. Oui, merci. J'en avais 2 en fait, mais très rapidement, je voulais savoir si une analyse comparative a été faite, parce que je vois dans les conditions de réussite. Malheureusement, je n'ai pas participé au premier webinaire. Peut-être que ça a été répondu à ce moment-là. Mais est-ce qu'il y a une analyse comparative qui a été faite de type vraiment basique à FOM, SWOT, de comparaison entre le dispositif territoire zéro chômeur, je comprends bien, est très innovant. Mais en Belgique, il existe pas mal de choses déjà. Est-ce qu'on peut avoir un comparatif de ces dispositifs pour voir, je pense aux articles 60, qu'est-ce qui existe, quels sont les avantages en plus, enfin voilà, parce qu'on est dans un écosystème, on parle pas de rien évidemment, il y a déjà beaucoup de dispositifs qui existent, et comment ça pourrait s'emboîter, ça me semble important. Et j'avais une deuxième autre petite question sur le fait que ce dispositif permettait bien une sortie pour les personnes. Est-ce qu'effectivement on considère que c'est un dispositif dans lequel les gens deviennent travailleurs, ça j'ai bien compris, avec un CDI, mais est-ce qu'on les accompagne éventuellement pour aller vers une économie plus classique, ou est-ce que ce n'est pas prévu? Voilà, merci. Ok, donc réponse vraiment brièvement, si c'est possible de la part des chercheurs et des chercheuses. Oui, je peux. Donc, on a des morceaux d'analyse comparative, c'est-à-dire qu'on sait, en tout cas, nous, par les 5 dimensions qu'on a mis en évidence, que cette mesure se distingue des mesures existantes. On a, par exemple, des analyses comparatives avec les articles 60. En région Wallonne, là, on va vraiment screener tous les dispositifs pour vraiment montrer les différences. Mais je crois que ce qui est surtout important, c'est qu'on ne doit lancer ce genre d'expérience qu'aux endroits où il y a un tissu local qui a envie de lancer l'expérience. Et autour de la table doivent se trouver tous les acteurs locaux pour s'assurer qu'on ne fasse pas quelque chose qui existe déjà. Donc ça, c'est la première chose. Et sur la question de savoir si le dispositif, on a une idée de dispositif pérenne ou une volonté de réintégrer vers d'autres types d'emplois, je crois qu'il y a eu du débat à ce sujet-là en France. Moi, après là, c'est plus un point de vue personnel, mais j'aurais l'impression de dire si, à un moment donné, ça se passe bien et que la personne n'a pas envie de sortir du dispositif, il n'y a pas de raison de la forcer à sortir du dispositif. Par contre, il faut être attentif à lui offrir la formation qu'elle souhaite, si à un moment donné, elle a envie de pouvoir évoluer vers d'autres choses. Voilà. Je ne sais pas si Julien veut ou Paul veulent compléter. Brièvement, alors, parce que sur la question d'études. C'est Gaëtan ici d'Actiris. Je veux bien compléter sur la question d'Audrey sur l'étude comparative. Donc l'équipe projet d'Actiris a mené une étude comparative assez exhaustive en comparant article 60, emploi d'insertion en économie sociale, les chèques ALE et territoire zéro chômeur longue durée sur le modèle français. Donc je peux confirmer qu'il n'y a aucune incertitude sur le fait que Territoire zéro chômeur longue durée est le seul projet qui, à la fois,
vise l'objectif d'exhaustivité du recrutement des personnes privées d'emploi sur un territoire donné, qui n'a pas de critères de sélection de ces personnes. Donc, c'est important de se rappeler qu'à Bruxelles, un chômeur de longue durée sur 5 a un niveau de formation moyen et 15% encore en plus ont un niveau de formation élevé. Donc, on a un demandeur d'emploi sur 3 qui n'est pas dans les critères de niveau de qualification les plus bas qui sont un critère d'éligibilité pour la plupart des dispositifs existants. Et troisièmement, donc c'est bien un des seuls aussi dispositifs dans lequel on offre un CDI aux personnes et dans lequel la définition des activités se fait en fonction des compétences des personnes recrutées et en lien avec les besoins du territoire. Donc ça, il y a, voilà, selon l'analyse que nous avons fait, il y a la place pour innover cette nouvelle expérimentation et je rejoins Élise là où les acteurs le souhaitent évidemment. Très bien, merci beaucoup. Et alors, il y avait une question de madame donc, Hélène Michotte. Peut-être que je peux lui passer la parole. Et ensuite, après ça, on passera au débat. Oui, bonjour, merci. Je n'étais pas là au premier webinaire non plus, donc peut-être qu'il y a des éléments de réponse dans l'expérience française. Mais je me demandais, pour une personne qui identifie, au vu de son projet, un besoin de formation d'emblée avant de commencer à travailler pour le job qui lui plairait et pour lequel elle a peut-être quand même une partie de compétences. Mais bon, on a entendu justement la question du niveau de qualification des Bruxellois. Qu'est-ce qui serait envisagé comme statut pour ces personnes-là s'il y a un projet de formation? Est-ce qu'il y aurait peut-être un salaire de formation pour ceux qui n'ont pas déjà d'allocation ou voilà, quelque chose d'autre envisagé? Merci. Est-ce que quelqu'un est en mesure de répondre à cette question? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je ne sais pas ce que les régions vont décider sur ces enjeux-là. Je pense que l'enjeu de ce dispositif à travers le comité local pour l'emploi qui va monitorer l'identification à la fois des compétences et des envies des chômeurs pour reprendre, des personnes privées durablement d'emploi pour reprendre les termes du dispositif et les besoins du territoire, c'est aussi un espace dans lequel, si les personnes ne sont pas au bon endroit, venant frapper à la porte de l'EBE, vont pouvoir être orientés vers d'autres espaces. Donc, à ma connaissance, c'est ça qui se passe en France, et je ne vois pas pourquoi la dynamique ne serait pas semblable en Belgique, en faisant effectivement, en se connectant, en faisant en sorte que dans ces comités locaux pour l'emploi soient présentes toutes les institutions qui soient capables de faire ça et qui opèrent déjà dans ce sens-là en région bruxelloise. Oui, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que finalement, le moment du ça, c'est important. Une fois que les personnes se disent intéressées, viennent, il faut vraiment qu'il y ait toute une série d'acteurs qui soient là avec elles pour voir, tiens, mais est-ce qu'en fait, est-ce que ce qu'elle a envie, c'est de rentrer directement dans une OBE ou plutôt aller faire une formation? Enfin, il ne faut pas effacer tout cela. Hein. Mais la particularité quand même de Territoire Zéro Chômeur, c'est de dire, personne n'est inemployable et donc, on ne doit pas nécessairement passer par une formation de 2 ans avant de commencer à travailler. Donc, si une personne, en fait, n'a pas nécessairement... Enfin, voilà, c'est un peu l'idée. Mais par contre, du coup, on s'est rendu compte que c'était aussi une difficulté, c'est que faut pas croire non plus que c'est un peu pas miraculeux, qu'on ne peut pas toujours se lancer du jour au lendemain. Donc, il faut alors prévoir un accompagnement quand la personne est employée pour l'équiper pour certaines compétences. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on peut passer au moment débat, même si je pense que ça a été très poreux. Finalement, il y avait déjà une forme de débat avant dans les questions. Donc, pour respecter un peu l'ordre de préséance, on va dire, il y a de ça déjà 20 minutes, on avait M. Luc de Bolster qui avait posé une question. Donc, je vais lui donner la parole. Pour moi, ça commençait déjà à rentrer dans les questions peut-être plus de débat ou d'enjeux. Donc, voilà, je passe la question, M. de Bolster. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Hugues de Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises. Et donc, voilà, j'ai suivi le projet aussi un peu depuis ses débuts. Et j'étais assez frappé, en fait, dans l'introduction, dans une certaine contradiction, finalement, entre ce que Gaëtan explique dans la démarche de Acteris et puis ce que Élise, Paul et Julien mettaient en avant et rappelaient comme fondamentaux dans leurs prémices sur la question de la participation justement des personnes privées durablement d'emploi et participation déjà à la définition des activités
Donc, dans l'approche actuelle de Acteris, Gaëtan nous disait que voilà, il y a des études actuellement qui sont lancées sur les activités économiques potentielles. Et donc, on parle là des besoins du territoire et on est bien sur l'articulation dont on parlait juste précédemment, hein, entre cette opposition, en tout cas, ou tension qu'il peut y avoir entre les besoins du territoire tels que définis par qui déjà, question à poser, quoi, et les attentes ou les envies des demandeurs d'emploi. Et donc, en mettant le focus par la porte d'entrée, entrée économique, et besoins du territoire, et pas par l'apport justement envie et compétences qu'on rencontre sur un territoire. Est-ce qu'on ne fausse pas déjà dès le départ en fait le développement de tout un projet? Moi, je peux répondre partiellement, mais je peux répondre seulement partiellement, et si Gaëtan veut compléter ou si quelqu'un d'autre veut compléter. Moi, ce qui me semble, en tout cas, au moment où on a analysé les rapports français, on s'est rendu compte en fait que la question de l'emploi était centrale dans la façon dont le dispositif a été construit et qu'on a un peu sous-estimé la question de l'entreprise. Ce que je disais, il s'agissait de financer la création d'emplois et pas vraiment de poser la question de créer des entreprises. Or, une entreprise, ça a besoin ne fût-ce que la question des bureaux, en fait, de l'espace disponible. En France, a été posée assez tard. On en parlait encore la fois passée au séminaire précédent avec les 4 intervenants français qui étaient présents. Et ça s'avérait être en fait un enjeu assez décisif de savoir qu'est-ce qu'on va produire, de quel espace on a besoin pour produire ça et comment on va organiser tout ça. Et donc, la question, c'est vraiment d'anticiper le fait qu'on va pas seulement créer des emplois, mais aussi créer des entreprises, de l'activité économique. Ça ne veut pas dire que toutes ces entreprises, que les études qui sont menées pour le compte d'Acteris pour le moment vont définir quelles sont les seules et uniques activités qui vont pouvoir être développées, mais plutôt d'explorer le type d'activité qui peut être développée et donc d'une part, de donner une espèce de boîte à outils aux futurs EBE qui vont être créés pour se dire, ben voilà, parmi les activités, voilà celles qui pourront être développées, ça nous coûterait X en investissement. Il faut qu'on trouve aussi des moyens de se lier avec d'autres activités déjà existantes sur le territoire qui vont être pertinentes pour ces enjeux-là et elles seraient déjà préidentifiées. Combien est-ce qu'on peut créer d'emplois sur le territoire? Sur le petit territoire, sur la commune, sur la région, toutes ces questions-là, elles n'avaient pas été anticipées nécessairement de façon très poussée avant la création des EBE en France, où effectivement le comité local pour l'emploi est premier. Et donc, ici, l'enjeu, c'est pas d'inverser la polarité, c'est de se dire que simplement, il faut aussi penser à ce que c'est une entreprise, y compris en termes managériaux, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, tous ces enjeux-là doivent être un peu anticipés. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer la porte à tout, mais plutôt fournir des pistes de réponse à ces questions-là et aussi évaluer ce que ça coûte. Et ça, c'est un truc qui a été répété largement par les Français. Il y a des frais d'investissement qui n'étaient pas couverts. Et donc, il faut anticiper le type d'activité dans lequel on va se lancer si on veut penser aux frais à tout ce que ça coûte de créer une entreprise. Peut-être juste aussi pour ajouter alors quelque chose qui concerne plus alors les relations entre le comité local pour l'emploi et les pouvoirs publics qui vont financer la mesure. Donc idéalement, dans la mesure, c'est au niveau d'un territoire qu'on définit les activités à développer. Après, il y a la question politique en amont de voir est-ce qu'une collectivité fédérale comme la région bruxelloise veut déjà en amont quand même limiter partiellement le type d'activité à développer. Ça, c'est quelque chose c'est un choix politique. Maintenant, je trouve que ce qui est intéressant dans cette mesure, c'est vraiment cette dimension territoriale et d'association des acteurs. C'est ce qui permet aussi qu'il n'y ait pas de problème à un moment donné de concurrence d'activités, etc. C'est qu'on définit au niveau local les activités qu'on veut développer. Voilà. À ce moment-là, effectivement, là, je crois que quelle va être la spécificité alors d'une approche territoire zéro chômeur longue durée? Parce qu'à ce moment-là, on a déjà effectivement pas mal d'arsenaux et de dispositifs d'insertion qui peuvent fonctionner. Alors, on crée des entreprises d'insertion en ouvrant en plus les personnes qui peuvent y accéder ou pas. Si on est sur des activités et qu'on doit définir déjà le volume d'investissement, etc., alors en faisons autrement, quoi. Il n'y a pas besoin d'inventer un nouvel outil juridique. Je ne suis pas certaine d'avoir bien... Il existe déjà énormément de dispositifs qui permettent de créer de l'activité. Donc, si on définit au départ du territoire de quelle activité on a besoin, à ce moment-là, on peut utiliser des dispositifs existants comme les entreprises d'insertion
que pour les refinancer et mettre à leur disposition des investissements pour développer l'activité et ouvrir en fait le public auquel elles peuvent s'adresser. Parce que ça, effectivement, il y a une question d'éligibilité de public, quoi. Mais si on ne laisse plus de place pour justement de la créativité sur un territoire, au départ des personnes qui habitent ce territoire, des difficultés, des compétences, des envies qu'elles ont, moi ça m'inquiète, quoi. Mais c'est une question théorique, hein. Je ne vois pas à quel endroit dans les là on déborde à mon avis le cadre de cette discussion-ci. On pourra avoir cette discussion à un autre moment, mais je ne vois pas à quel endroit ce renversement aurait lieu aujourd'hui. Tout le travail qui est fait aujourd'hui, il est fait avec les entreprises actives sur le terrain, et celui qui sera fait demain, il sera fait avec les personnes privées d'emploi sur les territoires. Donc je ne comprends absolument pas non, mais peut-être juste, moi je voulais quand même préciser, je crois que c'est... alors, l'important, c'est qu'il y ait des comités locaux pour l'emploi dans lesquels soient présents tous les acteurs du territoire, en ce compris les travailleurs. Et donc ça, on n'a jamais dit le contraire. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un point essentiel dans le dispositif français qui doit être maintenu si on veut rester conforme à la philosophie de l'expérience française. Donc ça, en fait, je suis d'accord avec vous. Donc l'idée, c'est ça. Mais par contre, l'idée n'est pas non plus de dire que ce sont les travailleurs seuls qui définissent les activités effectuées, parce que d'abord, de un, c'est pas tenable, on ne va pas changer les activités chaque fois qu'un nouveau travailleur arrive. L'idée, c'est qu'il y ait du débat collectif au niveau des territoires, associant les travailleurs sur les activités à développer. Hein, donc ça, c'est la particularité, c'est vraiment ce qu'on disait, la vitalité démocratique du territoire. Mais il ne s'agit pas non plus de dire que chacun arrive avec ses envies et qu'on change les activités au fur et à mesure. Alors là, on est dans quelque chose qui n'est plus du tout collectif. Je vais compléter la réponse à Hugues, peut-être, juste en disant, Julien a parlé d'une... Donc, on ne confond pas les études. Hein, donc, celle-ci, là, celle qui fait l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, c'est les 20 conditions d'appropriation. Alors, l'autre étude, celle qui est effectivement en cours, concerne effectivement les critères à mettre sur pied pour une effectivité potentielle des territoires sur la région bruxelloise. C'est deux études différentes. Alors, de fait, dans la deuxième étude, Julien a dit, c'est une boîte à outils. Il s'agit de proposer une boîte à outils. Moi, Hugues, j'ai envie de dire, c'est même plutôt une boîte à Lego. Tu vois, parce que là, il y a des montages qui seront différents. Donc, c'est une multiplicité de propositions que nous sommes bien obligés de faire dans la mesure où, pour l'instant, le travail on ne peut travailler qu'avec la moitié du monde pour l'instant. Donc, on est effectivement dans cette détermination-là, des possibles au niveau on va dire entrepreneurial pour employer ce mot-là. Qu'est-ce qui ressort en vérité des manques observés? Qu'est-ce qu'on voit? Et qu'est-ce qui serait potentiellement possible? Et à part ça, le reste du monde arrivera dans le projet et on débattra évidemment au sein des clés, comme a dit Élise, de la façon dont tout le monde, effectivement, tout ça peut s'emboîter, comme dans des Legos qui commencent à se mettre les uns sur les autres et qui composent des paysages à chaque fois différents parce que les territoires sont à chaque fois différents. Merci pour la réponse. Je ne sais pas s'il y a encore s'il y a des remarques, parce que ici dans le forum, j'ai envie de dire, il n'y a rien de nouveau. Donc, est-ce que quelqu'un, sinon moi j'ai des questions aussi, il n'y a pas de souci, mais est-ce que quelqu'un a peut-être déjà embrayé sur ce qui a été dit ici, ou souhaite mettre quelque chose d'autre sur la table? Il y avait une question sur la présence des syndicats, non? Oui, effectivement, tout à fait. C'est bien de me le rappeler. Effectivement, il y avait une question sur la présence des syndicats. Savoir finalement, et c'est vrai que c'est une question, finalement, quelle place pour les organisations syndicales dans ce type de structure, effectivement. Moi, je veux bien répondre. Je pense que si on regarde... Mais d'abord, il y a des enjeux juridiques. Est-ce qu'il y a 50 travailleurs? Est-ce qu'il y a 100 travailleurs? Et donc, est-ce qu'on est éligible pour avoir un CE? Est-ce qu'on est éligible pour avoir un CPPT? Ça, c'est des questions. Une entreprise à but d'emploi, ce n'est pas un statut d'entreprise particulier qui pourrait déroger à des parties du droit social. Et donc, il n'y a aucun doute sur le fait que le jour où il y a 50 travailleurs, il doit avoir un CPPT. L'autre question sur laquelle ça nous fait venir, c'est est-ce que on constate quand même tous que les prérogatives du CE et du CPPT ne sont pas particulièrement étendues. Il y a plein d'objets sur lesquels ils ne peuvent pas peser. Et typiquement, la détermination des activités dans lesquelles vont se lancer les entreprises,
ça déborde complètement les prérogatives des organisations syndicales et des représentants des travailleurs dans les entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'on va créer comme instance pour que les voix des travailleurs puissent être entendues par rapport à ça? Et donc, sur ça, la question de savoir si les organisations syndicales vont ou non siéger dans l'AG, dans le CA de ces entreprises, c'est à elle de s'en saisir aussi. Je pense que quand on voit, j'ai cru voir Pipo de la FGTB Charleroi, quand on voit la façon dont la FGTB Charleroi est intégrée, j'ai vu personne de la CSC, sinon je relèverai aussi les noms, mais quand on voit la façon dont les organisations syndicales sont impliquées à Charleroi, j'ai aucun doute quant au fait qu'ils seront présents au CA et à l'AG de ces entreprises. Pour moi, vu la dynamique locale à Charleroi, ce sera le cas. Et donc ça dépend aussi de la façon dont les organisations syndicales s'investissent aujourd'hui dans le projet, pour le soutenir, pour le critiquer, de l'intérieur, de l'extérieur. Ça, c'est un enjeu, mais le CA d'une entreprise, il va être, c'est du droit propre, donc on va pas nécessairement, c'était pas notre option à nous de dire qui devait siéger absolument au comité local pour l'emploi et qui devait siéger absolument au sein du CA ou de l'AG de l'EBE. C'est à construire de façon ad hoc sur chacun des micro-territoires. Et s'il y a des partenaires syndicaux qui sont intéressés à monter dedans sur chacun des territoires, alors faisons-le. Mais les travailleurs seront représentés par cette voie et par la voie syndicale classique aussi. Et ça, il est dans aucun cas question de déroger à ce principe. C'est peut-être quelqu'un dans l'assistance. Oui, juste dire oui, que dans l'expérience française, on voit qu'ils ont voulu être assez peu précis sur les compositions du comité local pour l'emploi et de l'EBE, justement, avec cette logique, encore une fois, de laisser la main aux acteurs locaux. Mais l'idée est effectivement que tout acteur qui veut s'investit. Et donc, au niveau du comité local pour l'emploi, cela aurait évidemment tout son sens que les organisations syndicales soient présentes. Et puis, pour le reste, comme le disait Julien, dans les EBE, le droit social s'applique. Et donc, évidemment, si les seuils sont atteints, il doit y avoir des organes de concertation sociale qui doivent être mis en place au sein de ces entreprises. Peut-être que dans l'assistance, il y a des représentants syndicaux qui auraient quelque chose à ajouter par rapport à ça? Visiblement non. Eh bien, ok, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, que ce soit de vive voix via le chat ou par la petite main levée? Peut-être que moi je peux mettre quelque chose sur la table à l'heure. À ce moment-là, tantôt on évoquait les EI, finalement on évoque aussi les syndicats. Je me dis, la question c'est peut-être aussi finalement la question de l'emmanchement entre guillemets de ces nouvelles structures, potentiellement avec le terreau qui existe déjà. Voilà, je ne sais pas, est-ce que notamment l'ISP, l'économie sociale, je sais que c'est un enjeu assez important. Comment est-ce qu'on peut finalement... alors je sais qu'effectivement dans certaines discussions à l'heure actuelle en Belgique, l'économie sociale est présente, donc ça c'est important, mais comment est-ce qu'on peut finalement faire en sorte que tout ça fonctionne de concert, entre guillemets? Je ne sais pas si c'est une question un peu générale, mais... C'était une question. Hein. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Non, mais moi, ce qu'il me semble simplement, c'est que il y a plein de mesures qui sont mises en place, qui sont importantes, mais on constate aujourd'hui qu'on n'a pas encore fait suffisamment pour lutter contre le chômage de longue durée. On voit aussi, et c'est une deuxième porte d'entrée qui est vraiment très importante pour moi dans Territoire zéro chômage de longue durée, c'est que c'est un projet pour lutter contre le chômage de longue durée, mais c'est aussi un projet pour répondre à des besoins sociaux qui ne sont pas rencontrés sur un territoire. Et ça, vraiment, je trouve qu'en plus, avec la période du Covid, comme le disait Paul, on se rend compte, tiens, c'est dommage, quoi. On a des besoins sociaux qui ne sont pas remplis, et au contraire, des fois, on a des emplois actuellement qui sont nocifs. Je sais pas, on va parler de la FN à Herstal, quand à un moment donné, on commence à embaucher des ingénieurs sur l'obsolescence programmée. Donc, c'est un moyen aussi collectivement de réfléchir au sens du travail, au type d'emploi qu'on veut développer. Et donc, voilà, moi, simplement dire, on a une piste,
qu'on peut tester, parce que l'idée, c'est pas non plus de généraliser, et c'est certainement, d'ailleurs, je crois que ça dénaturerait le projet, mais c'est de tester, donc de mettre en place des expériences sur des territoires qui ont envie de développer cette expérience. Donc, il ne s'agit pas d'aller forcer des territoires qui n'ont pas envie de le faire. Il faut qu'il y ait un projet collectif sur un territoire. Et de tester, de voir ce que ça amène. Et donc, bon, à partir du moment où dans le comité local pour l'emploi, tout le monde peut s'investir, ben, on peut avoir, je pense, une belle harmonie entre les écosystèmes déjà existants. Et voilà, pourquoi ne pas essayer? Voilà, moi, c'est un peu le... Peut-être en complément et juste avec des cas précis, moi quand je vois la dynamique à Charleroi, où non seulement je suis aussi membre du comité, mais comme Élise, j'y habite, la FUNOC, qui est le gros organe d'insertion socio-professionnelle, est hyper active dans le comité d'accompagnement du projet et s'investit dedans, pas à l'extérieur, ils s'investissent dedans, ils considèrent que c'est un projet qui n'est pas concurrent au leur, mais avec lequel il y a moyen de faire des partenariats. Et je vois d'ailleurs le CESEP, donc mon employeur, est aussi un organe d'insertion professionnelle et s'investit aussi dans l'idée d'essayer de construire un jour un territoire zéro chômeur de longue durée à Nivelles. Et donc, je veux dire par là que si on peut aussi voir ce projet comme étant un horizon de sortie positive vers l'emploi, vers un emploi de qualité pour des anciens stagiaires d'insertion socio-professionnelle. Donc, en fait, j'ai vraiment du mal à voir où il y a une concurrence fondamentale, vu qu'on est sur un public qui est pas le même, si on n'est pas sur les mêmes types d'actions. En même temps, ça se recouvre, mais il n'y en a aucun. Et ça fait écho à la réponse que Paul faisait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun dispositif qui partage ces 5 ambitions à la fois. Et si nous, on soutient ce projet et si nous, on voit de l'intérêt pour le défendre, c'est parce qu'il parvient à tenir ensemble ces 5 objectifs et que ça nous paraît particulièrement ambitieux, et à la fois ambitieux et nécessaire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a une articulation à penser avec les dispositifs existants, que ce soit ceux de l'économie sociale d'insertion, mais aussi avec l'autre économie sociale, qui n'est pas de l'économie sociale d'insertion, mais que ce soit aussi avec les entreprises privées qui sont actives sur le territoire. Je ne dis pas que c'est un exemple de réussite, mais si on regarde à Lille, il y a des partenariats qui sont établis avec Decathlon. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça. Je ne vais pas soutenir ici le fait de contribuer à la fortune de la famille Mullier, ça ne m'intéresse pas particulièrement, mais on peut aussi voir des partenariats avec des entrepreneurs locaux dont il pourrait être pertinent de reprendre, je ne sais pas, moi, quand on habite dans un immeuble de tours d'appartement et si on est propriétaire de son logement et qu'on a une petite fuite d'eau à un évier, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui en état, qui acceptent aujourd'hui de venir faire ces travaux-là. Il n'y a pas de concurrence sur ces enjeux-là avec les autres entrepreneurs sur le quartier, donc non seulement avec l'économie sociale d'insertion, mais aussi avec l'économie de marché classique. Je pense qu'on peut s'insérer dans les interstices de ces espaces-là avec un projet comme ça. Voilà. Ok, merci beaucoup pour la réponse. J'ai vu que M. Holmes avait levé la main, donc je vous pose la parole. Oui, je passe la parole, excusez-moi. Je voulais revenir sur ce que j'avais dit au début et donner à Élise une opportunité pour répondre. Mais d'abord, votre remarque, Élise, qu'il y a des différences, notamment sur le ciblage, c'est tout à fait vrai, hein? Et ce n'était pas le cas au début, quand les ateliers sociaux ont commencé. C'est en fait les résultats des plaintes par l'économie classique ou régulière de concurrence déloyale en utilisant le droit européen pour dire que donner des subsides à durée indéterminée, que ce n'était pas possible. Et c'est que pour ça, aujourd'hui, il y a ce ciblage pour éviter quelque part les problèmes avec ces plaintes de concurrence déloyale. Donc, la solution que vous avez trouvée dans le droit européen m'intéresse énormément, mais je pense que ça me renforce encore dans l'idée qu'un dialogue pour comparer aussi avec ces expériences-là serait utile. Merci beaucoup, désolé, je suis sur le forum en même temps que j'écoute ce qui se dit. On va continuer à débattre. Hein. Juste vous dire que d'ici, je pense, 5 minutes, il y a un sondage qui va être mis. Je pense que le lien va être mis sur le forum de discussion. Il y aura 3 questions qui vous seront posées, en fait. Vous verrez. Donc, on vous invite évidemment à y participer. Ça permettra, je pense, notamment à Cléris d'obtenir certaines indications sur certaines questions. Donc, allez sur pendant qu'on discute encore, vous pouvez aller sur
sur le forum de discussion et cliquer sur le lien pour ensuite participer au sondage. Si je me trompe, alors merci de me le faire savoir. Peut-être pour répondre à Monsieur Ooms, mais déjà merci pour tous ces éléments d'information. Ben oui, on en discutera, mais donc ici, bon, on aurait quand même un ciblage, hein, donc il y a une durée à déterminer, hein, donc selon les régions, on discute, est-ce qu'on veut dire que c'est plus d'1 an de privation d'emploi ou plus de 2 ans, donc il y a un critère de durée. Et donc, en gros, ce qu'on dit dans l'étude, c'est qu'il y a toute une série de conditions à remplir pour qu'on soit passé à un service d'intérêt économique général. Notamment, il faut créer les entreprises à but d'emploi sur des territoires où il y a un chômage de longue durée qui est élevé. Il faut évidemment que la subvention ne dépasse pas le coût net de la mise à l'emploi, hein, sinon on va évidemment favoriser cette entreprise par rapport à d'autres. Donc il y a toute une série de conditions alors à remplir. Très bien, merci. Y a-t-il encore des questions? Donc pensez au sondage, j'insiste. Hein. Y a-t-il encore des questions? Julien, c'est Gaëtan. Juste informer que le sondage, on va peut-être l'expliquer. Donc, décide quand vas-y. Et on va expliquer un peu et on mettra le lien juste à ce moment-là. D'accord. Très bien. Peut-être revenir à cette question, parce que c'est quand même une question cruciale, la question des transferts, la question de l'accord entre les régions et le fédéral. Je pense que c'est un enjeu quand même assez important. Alors effectivement, maintenant, on a vu que le gouvernement... Julien, on t'entend plus. C'est étrange, ça s'est coupé tout seul. Vous m'entendez là? Oui, Julien, on t'entend. Oui, merci. J'étais en train de poser une question, en fait, désolé. Je disais, on a évoqué ça au tout début, la question des transferts et de l'accord possible entre les régions et le fédéral. C'est quand même un des nœuds entre guillemets, du problème à l'heure actuelle. Alors, on a vu effectivement que les territoires sont mentionnés dans la déclaration du gouvernement fédéral, de la Vivaldi, donc c'est intéressant, mais est-ce que ça peut potentiellement être un blocage? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire éventuellement pour... quels peuvent être les enjeux finalement à ce niveau-là à l'heure actuelle, dans le bon développement ou pas des dispositifs? Sinon, si Julien, je voulais te dire que quand on voit les intervenants, les participants, on voit qu'il y a 4 mains levées. Hein, donc, je ne sais pas si tu as vu Jérôme Bobo, Anne Choiset, Hélène Michotte et Pipo Bordenga. Oui, mais alors, je pense qu'il y a aussi des gens qui parfois lèvent la main et ne la baissent pas, donc c'est parfois difficile. Donc, okay. si vous l'avez levé... Donc voilà, j'ai posé la question, peut-être il répond brièvement, et puis ensuite on prendra les mains. Je ne les avais pas vues, effectivement. Ok. Donc, moi, je vais donner une réponse de juriste, mais j'imagine qu'il y a une réponse politique. Mais évidemment, les juristes voient plus souvent les difficultés que les solutions, mais quand à un moment donné, le politique veut passer au-dessus, il trouve toujours une solution. Donc, le point de vue de la juriste, c'est que ce sont des compétences qui ont été... La mise à l'emploi, c'est une compétence qui a été régionalisée. Et donc, ce sont les régions qui doivent financer ce type de mesures. Puisqu'à un moment donné, on a régionalisé la mesure, on a adapté la loi de financement. Et donc maintenant, en fait, chaque fois qu'une région prend une mesure d'accompagnement vers l'emploi ou de remise vers l'emploi, mais évidemment, chaque fois, ça dégrève le budget de l'ONEM pour les allocations de chômage. Mais ça, normalement, c'est des choses qui ont été pensées quand on a régionalisé la mesure et qui ont été intégrées à travers la loi de financement pour qu'on ait les mécanismes de compensation financière. Nous, ce qu'on avait juste dit de notre étude, c'est qu'il était éventuellement peut-être envisageable d'avoir des financements conjoints via un accord de coopération, en essayant d'identifier alors une compétence qui demeurait fédérale. Et dans les compétences fédérales, notamment, il y a la lutte contre la pauvreté. Voilà, ça c'est la réponse de juriste. Mais Gaëtan peut-être peut dire un mot là-dessus. Oui, donc moi je ne suis pas juriste. Tu trouves je vais des solutions répondre à cette question-là et en même temps à la question sur la motivation d'Acteris à lancer une étude économique. Et je vais démarrer par un constat, c'est que nos 3 invités aujourd'hui ont présenté 20 conditions de réussite. Il y en a en vérité une 21e, c'est que le projet soit financé. Et donc, à ce stade, aucune région n'a inscrit à un budget régional cela.
parce qu'elles ont attendu que le fédéral mette en œuvre le paragraphe de l'accord Vivaldi de octobre passé qui annonce que le fédéral va aider les régions et se coordonner avec elles pour qu'elles puissent lancer une expérimentation territoire zéro chômage longue durée. Il y a 2 pistes de financement au niveau fédéral. La première, c'est le plan de relance européen. Ce plan de relance est en cours de négociation. La région wallonne a annoncé ses 20 projets, territoire zéro chômeur prioritaire. Le territoire zéro chômeur n'est pas dedans. La région bruxelloise n'a pas publié cette liste, donc le même effort n'est pas possible, et le fédéral non plus. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des discussions maintenant pendant le mois de mars. Notre cabinet de tutelle assure ce travail-là et nous avons entièrement confiance que la région cherche à défendre ce projet-là. Je ne m'exprimerai pas, ce n'est pas mon rôle là-dessus. Et donc, on aura peut-être à la fin du mois de mars un signal là-dessus. Ce signal-là ne sera pas suffisant parce que l'enveloppe ne sera pas suffisante que pour financer 5 ans, même sur 100 ou 200 chercheurs d'emploi. Donc, la vraie traduction de l'accord fédéral serait la création d'un mécanisme de cofinancement à la hauteur des retours sur investissement. Enfin, donc le régional investit et le fédéral a un retour sur investissement pour chaque personne remise à l'emploi. Et c'est pour cela que nous avons mis en place, nous avons commandité cette seconde étude économique. C'est pour avoir des études, des munitions qui nous permettent d'entrer dans des discussions avec le fédéral le jour où ils les lanceront pour calculer exactement quels sont les gains au niveau de l'INAMI, au niveau de la sécurité sociale, enfin les gains et les diminutions de dépenses dans différentes enveloppes budgétaires fédérales pour chaque personne remise à l'emploi. Et si le gouvernement fédéral, en coordination avec les régions, réalise un tel accord de cofinancement, un tel mécanisme de cofinancement, on aura enfin marqué je m'exprime à titre personnel, peut-être plus que comme fonctionnaire là, on aura réalisé un pas majeur dans un fédéralisme de coopération. Parce que pour le moment, Élise nous a dit que lors de la dernière réforme de l'État, on avait assuré ce genre de coordination, mais ce n'est pas le cas. Donc pour le moment, la région n'est pas incitée à investir dans la lutte contre le chômage de longue durée à la hauteur de l'enjeu. Elle sous-investit parce que ce n'est pas elle qui fait le retour sur investissement, si on parle comme des investisseurs. Et voilà, donc ça c'est l'enjeu économique. Et l'autre enjeu, et c'est pour ça, Hugues de Bolster, que nous avons demandé l'étude économique sur les activités, c'est qu'il y a des questionnements sur cette question de la concurrence. Tout le monde n'est pas aussi confiant que Julien Charles sur le fait que ceci va être géré facilement. Et donc, observant ces questionnements sur la possibilité de créer des nouvelles entreprises à but d'emploi et des nouvelles activités économiques sans faire de la concurrence à des activités dans des PME existantes ou dans des entreprises sociales d'insertion, c'est pour ça que nous avons demandé de faire une étude sur quelles seraient les activités potentielles et de faire un test même sur différents micro-territoires. Et les mots de Julien sont ceux que nous avons utilisés en tant que commanditaire de l'étude, boîte à outils. C'est ça que nous avons demandé. Ils ne doivent pas préparer la décision, ils ne doivent pas préparer le business plan de futures entreprises à but d'emploi. Ils nourrissent le débat en préparant à Actiris un rapport qui va informer sur la possibilité ou non, de créer des nouvelles activités économiques sur le territoire bruxellois. Et après, j'espère que ce rapport sera public en fin d'année peut-être. Après, tous les acteurs que vous êtes, les acteurs locaux, pourront utiliser cette connaissance et en utiliser une partie, en utiliser certains outils ou pas, certains légaux ou pas, pour reprendre les mots de Paul Herman, pour construire leur projet de territoire. Et c'est ce projet-là qui restera celui qui sera réellement mis en œuvre. Voilà.
Attendez. Désolé, je me débarre avec mon micro. Merci beaucoup. Il est 54. Moi, ici, j'ai encore 2 questions qui sont apparues. Je sais qu'il y a le sondage aussi. Comment est-ce qu'on procède? Est-ce qu'on tire un petit peu? Est-ce qu'on passe au sondage? Qu'est-ce que vous... On tire un petit peu et on voit ce qu'on peut faire pour le sondage pour ceux qui n'ont pas accès au chat. Eh bien, tirons alors. Par contre, je pense que le sondage est quand même important. Donc, ceux qui n'ont pas accès au chat, je ne sais pas comment procéder. Je pense qu'on n'arrive jamais à répondre à toutes les questions dans une conférence. Tant mieux si la question a nourri des nouvelles questions. Mais il y a certainement beaucoup de monde qui a des autres réunions à partir de 16 heures ou d'autres engagements. Et donc, je veux bien expliquer le sondage sur comment le passer. Donc, voilà, l'objectif on vous lance 3 questions. On va vous mettre un lien URL dans le chat. Je suis désolé, nous sommes désolés si certains n'ont pas accès à ce chat. C'est a priori de votre côté. C'est peut-être des personnes qui n'ont pas créé de compte Teams et qui sont là comme invités. Mais ce n'est pas du côté d'Actiris que nous avons pu résoudre ce problème-là. Donc, malheureusement, on ne pourra pas aider ceux qui n'ont pas accès au chat. Pour ceux qui l'ont, cliquez sur le lien qui va vous conduire à un site internet. Il y a 3 questions. Je le fais en même temps que vous. L'objectif que nous poursuivons en vous demandant de remplir ceci est d'avoir plus d'interaction avec un grand nombre de personnes, parce que vous êtes 150 et 175 au début de la conférence, et on veut être en interaction avec plus que ceux et celles qui ont pu prendre la parole. Donc, une question simple, la première sur les finalités d'expérimentation qui ont été présentées par les chercheurs. Deuxièmement, quelles sont les conditions de réussite prioritaires à retenir pour une réussite du projet? Et là, vous répondez. Donc, pour la première, vous répondez en cliquant simplement, en likant le oui ou le non. Et on a forcé à ne pas mettre je ne sais pas. Si c'est je ne sais pas, vous ne participez pas. Pour la deuxième, quelles sont les conditions de réussite prioritaire? Là, vous appuyez sur le petit plus, le petit logo plus en bas de votre écran et vous pouvez écrire. Et ceci va permettre à Actiris de concentrer notre attention sur les priorités que vous identifierez. Et troisièmement, qu'attendez-vous d'Actiris pour la mise en place de l'expérimentation, tant dans la phase de préparation qu'après le jour où un financement est dégagé? J'espère que c'est clair. Oui, c'est clair. Et on me fait savoir aussi qu'il y a une alternative pour ceux qui veulent absolument donner leur réponse aux 3 questions. Vous pouvez envoyer vos réponses à l'adresse mail qui est info@tzcld. J'imagine point. Ah non, alors. C'est moi qui. Il y a une deuxième adresse qui a été mise après. Oui, j'ai vu. Donc c'est tzcld@actiris.be. Excusez-moi, il y avait eu un premier post puis un deuxième, je n'ai pas vu le deuxième. Donc tzcld@actiris.be. Et donc vous pouvez répondre via mail alors aux questions pour ceux qui n'ont pas accès au sondage online. Voilà. Écoutez, merci. Bien alors je pense qu'on va essayer de finir à 4 heures, me semble-t-il, si j'ai bien compris. Merci à toutes et tous. Peut-être un petit mot de la fin à chacun de nos invités? Allez-y. On parle dans ce sens-là, je ne sais pas, on repart dans le même sens? Ok. Alors moi, je voudrais juste faire 2 points d'attention à la fin de cette séance. Le Covid les conséquences sociales du Covid vont amener sur le marché du travail inévitablement un nouveau public qui sera, je pense, plus désirable au niveau des employeurs que celui auquel nous nous adressons. Il faudra que nous ayons un point d'attention par rapport à cela. Ça me semble que risque de devenir le public auquel nous nous adressons? Est-ce qu'il va vraiment devenir complètement invisibilisé après le Covid? Je pense que c'est un point d'attention prioritaire que nous devons avoir. Et le deuxième point d'attention, est-ce que nous serons certains que nous n'aurons pas affaire, une fois la crise du Covid passée, à des conditions de travail et d'emploi qui seront dégradées? C'est un deuxième point d'attention, et ces 2 points d'attention me font dire qu'effectivement,
l'existence de ces territoires zéro chômeur sur la région bruxelloise pour commencer à les établir ailleurs sur le territoire du Royaume de Belgique me semble effectivement une priorité totale. Peut-être Julien Charles ou Élise? Non, moi je voulais peut-être alors simplement, je trouve que j'ai déjà beaucoup parlé, mais en tout cas dire que c'était très intéressant comme séminaire. On voudrait toujours pouvoir faire ça en présentiel pour avoir plus d'échanges, mais n'hésitez pas si vous avez aussi des questions à propos de cette étude-ci. On avait aussi nous travaillé sur l'étude de faisabilité juridique, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je vais mettre peut-être mon adresse mail dans la conversation. Et bon travail en région bruxelloise. Merci. Peut-être que Julien Charles a quelque chose à dire? Voilà, je vais reprendre le micro. Moi, je pense que je voulais d'abord remercier Actiris pour l'invitation à discuter de cette étude qui n'est pas nécessairement et tout le temps très favorable au projet, qui pointe aussi ses limites. Et donc, je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir en discuter à cette étape-ci du projet. Je pense que de façon un peu hyper ambitieuse sans doute, mais je crois que c'est une des occasions aussi de pouvoir un peu tordre le cou à l'idée que les chômeurs sont uniquement, ou les personnes privées d'emploi seraient uniquement une réserve, une espèce d'armée de réserve qui mettrait la pression sur les travailleurs en tirant toutes les conditions de travail et les revenus vers le bas, mais qu'au contraire, avec un projet de cet ordre-ci, et c'est ce que montre aussi le projet de la garantie emploi qui est inclus dans le Green New Deal américain, ça peut aussi être une façon de tirer vers le haut l'ensemble des travailleurs, non seulement sur des questions d'organisation du travail, comme on l'énonçait, d'organisation de l'entreprise pour que les travailleurs puissent être entendus, et peser aussi sur la définition des activités qui valent le coup aujourd'hui encore d'être soutenues. Et sur ça, je crois qu'il y a moyen de peser avec ce projet-ci, qui aujourd'hui est certes à une étape expérimentale, mais auquel on pourrait donner une ampleur un peu plus grande avec un projet de l'ordre de la garantie emploi pour tous, telle qu'elle est aujourd'hui revendiquée par plusieurs organisations. Voilà, je m'arrêterai là et je vous remercie pour votre écoute. Voilà, merci. Et je vois, pour ceux qui n'ont pas encore rempli le sondage, n'hésitez vraiment pas à le faire, c'est utile. On voit qu'il y a déjà beaucoup de demandes de co-construire et d'impliquer tous les partenaires d'Actiris dans le travail. Donc, il y en a une très grande partie d'entre vous qui ont déjà été contactés. L'équipe et moi-même restons disponibles. Vous avez notre adresse email tzcld@actiris.be pour nous contacter si vous ne nous connaissez pas personnellement. Je la répète encore une fois si jamais le slide ne peut pas être mis, tzcld@actiris.be. Et voilà, vraiment, nous faisons des efforts pour vous contacter. Faites l'effort de nous contacter si vous avez l'intention de construire un projet, de vous impliquer, d'être disponible pour un projet de territoire qui serait en développement. Donc voilà, merci. Julien, je te laisse le mot de la fin, je pense que... Pardon? Oui, Julien Winkel, je te laisse annoncer quand c'est terminé. Je pense que là, on est arrivé au bout, donc merci à toutes et tous. Peut-être qu'on peut laisser encore on va dire la fenêtre ouverte encore 1 ou 2 minutes si les gens veulent effectivement encore aller chercher quelque chose sur le chat. Mais pour le reste, je pense qu'effectivement, on en a terminé. Donc merci à toutes et tous. Et puis à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. On a besoin que tout le monde quitte pour pouvoir terminer l'enregistrement. Donc voilà, vous ne devez pas attendre, vous pouvez quitter, il n'y a plus rien qui va se passer.
qui est là encore? Je crois on peut Moi, je suis encore là, mais je ne sais pas si on doit faire quelque chose après. Voilà. Moi, je suis là. Est-ce que tous les externes peuvent quitter? Comme ça, on peut arrêter l'enregistrement et terminer en interne. Monsieur Zibou, Abderrachid, Crespel, je pense qu'il y a des gens qui sont pas devant leur ordinateur. Non, je pense aussi, effectivement. Mais je crois qu'on va juste arrêter, non? Ils sont... Ah, on peut supprimer. Anne-Laure, Anne-Laure est avec nous? Non, Anne-Laure n'est pas avec nous. Tu me dis sur quel bouton je dois appuyer, parce que là, je n'ai rien, moi, pour l'instant. Je suis en train de supprimer les gens. Donc, en fait, de la même manière que tu l'as enclenché, donc tu vas dans 3 petits points, autre action, et alors maintenant, tu n'as plus démarrer l'enregistrement, mais arrêter l'enregistrement. Ouais, je le fais. Et donc, voilà, quand tu cliques sur arrêter l'enregistrement, ça va prendre un temps pour se charger. Et puis, l'enregistrement va se retrouver dans le chat, et en fait, on peut le télécharger. OK. Bon, est-ce qu'il n'y a plus que nous 4, 5 là ou pas? Comment est-ce qu'on voit ça? J'ai éjecté les gens